Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui donc je vais revenir sur ce thème concernant le protocole MCP, Model Context Protocol. J'ai rencontré pas mal de personnes. Bon, il y a des étudiants qui font leur stage de projet de fin d'études. Et aussi il y a des professionnels qui travaillent sur des projets d'intégration du protocole MCP. Et justement, on m'a demandé de compléter la suite de la vidéo que j'avais déjà fait, que ça avait déjà commencé une fois, dans laquelle j'ai présenté quelques éléments de base sur le protocole MCP, mais je n'avais pas présenté les détails. Et justement, donc, de comment développer un client MCP, parce qu'en fait, la dernière fois, on avait utilisé Cloud Cloud Desktop comme client. Alors forcément, dans les projets, vous avez besoin de développer vos propres clients. Alors comment créer le serveur, comment créer le client et surtout le protocole lui-même, comment il fonctionne. Parce que là, c'est très important. Quelqu'un qui fait de l'ingénierie, il faut vraiment comprendre ce protocole parce qu'il ouvre, je pense, il ouvre une opportunité qui est vraiment très prometteuse, très intéressante pour les architectures logicielles des entreprises. Donc il y a bien pas mal d'endroits où le MCP il va remplacer beaucoup de solutions qui sont déjà dans vos architectures. Et donc voilà, donc je vais revenir sur ce thème. Alors pour cela, donc je vais rappeler d'abord que MCP c'est Model Context Protocol. Et pour l'introduire, donc je vais revenir un peu sur, on va dire, l'état de l'art, sur comment les choses ont évolué. Il y a déjà il y a 2 années, un peu plus, à peine les entreprises ont commencé à profiter des LLMs, des Large Language Models, qui offrent beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens d'intelligence artificielle pour apporter des réponses à des problématiques parfois qui sont complexes. Et donc les entreprises ont commencé à créer des applications qui interagissent d'abord avec les LLM. Donc les premières versions des LLM il y a 2 années et plus. Bon, le principe c'était tout simplement vous avez souvent une interface avec laquelle dans laquelle l'utilisateur peut saisir sa question. Et puis donc cette question il arrive vers l'application. Et donc l'application va essayer donc d'envoyer cette question dans ce qu'on appelle un prompt. Donc en fait le prompt, ce qui fait que en fait il y a toute une discipline qui s'est développée pendant ces 2 dernières années. C'est le prompt engineering, l'ingénierie des prompts. Donc à travers ce prompt là, on envoie donc notre question. Alors bien sûr le prompt contient souvent la question de l'utilisateur, mais il contient également d'autres parties comme système message qui décrit le contexte bien sûr de la problématique et pas mal d'autres choses. Donc ici je ne vais pas détailler la structure d'un prompt parce que j'ai déjà présenté ça dans pas mal de vidéos. L'essentiel c'est que les applications envoient généralement le prompt vers le LLM. Et après, par la suite, le LLM, il va donc répondre à la question, au prompt. Donc, il y a une réponse. Et puis, cette réponse-là, généralement, on va essayer donc de l'envoyer vers l'interface utilisateur. Et donc, à partir de là, on a commencé déjà à faire à explorer, à intégrer les LLM au sein des applications d'entreprise. Alors, sauf que bien sûr, le fait d'utiliser un LLM qui est entraîné avec un large corpus de données, donc c'est très pratique pour apporter des réponses à des questions d'ordre général. Donc, c'est-à-dire des questions dont le contexte, dont les données sont déjà utilisées au moment de l'entraînement de LLM. Donc, c'est ce que vous faites avec ChatGPT. Vous posez votre question avec l'interface de ChatGPT. Vous posez votre question. Vous avez finalement des réponses que vous allez recevoir. Alors, sauf que en fait, les entreprises, en fait, parfois, c'est que dans le contexte de l'entreprise, c'est qu'on a besoin de poser des questions
dans, en fait, une partie de la réponse, en quelque sorte, se trouve dans notre système d'information. C'est-à-dire, pour ce genre c'est-à-dire de use case, alors si vous posez la question, par exemple, à un LLM pour lui demander, donne-moi, par exemple, une analyse des performances de mon entreprise pendant les 2 dernières années, alors forcément, il ne va pas vous donner la réponse. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà le LLM ne connaît pas votre entreprise et il n'a pas les données qui concernent votre entreprise pour apporter cette réponse. Alors ce qui fait que après, il y a une année et quelques, bon, vous voyez que ça avance très vite, donc on a pensé à à utiliser donc le système RAG, Retrieval Augmented Generation, pour chercher un moyen pour offrir le contexte à partir duquel le LLM doit générer la réponse. Donc, ce qui fait que ça, c'est très développé en fait pendant les 2 dernières années également. Donc, le système RAG, donc je rappelle juste l'idée principale, c'est de prendre des documents non structurés, c'est-à-dire des fichiers PDF ou des fichiers, notamment des images, ça peut être des fichiers audio. Et donc, toutes ces données non structurées, on va essayer donc les indexer et les indexer en utilisant un modèle d'embedding et de stocker donc ces données-là dans une base de données vectorielle. Alors forcément, on passe par tout un pipeline, notamment on découpe les fichiers PDF ou bien on découpe les documents en un ensemble de petits morceaux, ce qu'on appelle les chunks. Alors chaque chunk, il est converti en un vecteur en utilisant un modèle de embedding qui permet de capter la sémantique c'est-à-dire du chunk. Et puis on stocke ces vecteurs dans la base de données. Et une fois que nous avons ces données non structurées dans la base de données, cette base de données vectorielle, ben, on peut tout simplement faire ce qu'on appelle une recherche sémantique. Alors ça veut dire quoi une recherche sémantique? Ça veut dire que quand l'utilisateur pose cette question, avant d'envoyer la question vers le LLM, ben, ce qu'on va faire généralement, c'est que notre application va d'abord envoyer une requête. Il va d'abord envoyer une requête vers la base de données vectorielle. Donc poser la question et essayer de chercher dans cette base de données vectorielle quelles sont les parties des documents, c'est-à-dire quels sont les chunks qui sont en relation avec la question. C'est-à-dire on cherche dans tous ces documents-là qui ne sont pas structurés, récupérer ce qu'on appelle le contexte. Donc on récupère le contexte à partir duquel on va générer la réponse. Et puis par la suite, l'application va envoyer la question vers le LLM. Et dans la question, on va envoyer bien sûr la question plus le contexte. Alors forcément, ce contexte-là, c'est des informations qui se trouvent dans notre système d'information, principalement dans les documents non structurés. Et avec ça, les LLM sont aussi capables d'apporter donc des réponses qui sont plus précises. Donc c'est-à-dire un modèle Retrieval Augmented Generation, les entreprises sont arrivées à créer facilement donc les chatbots qui sont capables d'apporter des réponses aux utilisateurs sur la base d'un contenu dont je dispose moi-même. Donc c'est du contenu qui n'est pas chez le LLM, mais c'est un contenu qui reste chez moi dans ma propre base de données. Alors ça, la même chose, donc j'avais présenté beaucoup de vidéos comment fonctionne le système RAG, comment l'utiliser. Et en même temps, le système RAG, il a aussi un ensemble de limites. Et ces limites, forcément, à chaque fois, on essaie donc la recherche essaie d'améliorer un peu les performances du système RAG. Donc je ne vais pas retourner sur cette partie-là. Mais après en fait, les LLM se sont développés avec des nouvelles versions qui supportent ce qu'on appelle les function calls ou bien call functions, c'est-à-dire une fonctionnalité qui consiste tout simplement à créer une application, c'est ce qu'on va appeler par la suite un agent. Et après, quand je crée un agent, je peux créer dans mon application des fonctions, des tools, c'est ce qu'on appelle des tools.
Alors, c'est-à-dire, je peux créer des fonctions qui permettent d'accéder à la base de données structurée de l'entreprise, récupérer des informations. Je peux créer des fonctions qui accèdent via des capteurs plutôt à des sources de données, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, dans l'application, on crée des fonctions. Je crée dans mon application des fonctions. Et par la suite, quand un utilisateur pose la question, et bien tout simplement, ce qu'on va demander au LLM, on va lui dire, réponds-moi à la question de l'utilisateur, sachant que je dispose d'un ensemble de fonctions. C'est ce qu'on appelle les tools. Donc, c'est-à-dire, j'envoie les tools, c'est-à-dire toute la liste des fonctions dont je dispose dans mon système, ils seront envoyés avec le prompt. Et par la suite, les LLM qui supportent bien sûr les fonctions, les tools, parce qu'en fait, pas tous les LLM supportent, il n'y a que les versions plus récentes qui supportent les tools, donc ça, je vais y revenir après. Et ces LLM-là, quand on leur donne bien sûr ces tools, ils sont capables de faire une abstraction par rapport à la question, par rapport aux tools dont on dispose. Et après, par la suite, le LLM, il va répondre à l'agent avec quelle est la fonction, par exemple, la fonction F1 ou bien le tool T1. C'est le LLM qui va demander à l'agent d'appeler, par exemple, la fonction F1. Et après, l'agent, il appelle une fonction. La fonction va chercher la fonction, par exemple, F1. Et la fonction va chercher les données particulièrement qui sont bien sûr décrites dans la fonction. Et après, on va chercher, donc on récupère, soi-disant, le contexte encore, c'est-à-dire le résultat de cette fonction. Et puis, l'agent, il va encore envoyer la question, plus le contexte, plus encore toujours les tools. Et encore, le LLM va récupérer une partie des données nécessaires pour donner la réponse. Le LLM, il va encore analyser, il va faire une abstraction, et puis il va déterminer quelle est la fonction suivante qu'il faut appeler. Donc encore, il va demander maintenant à l'application, je veux que tu m'appelles, vous voyez, donc c'est le LLM maintenant qui donne des ordres. Je veux que tu m'appelles la fonction F2. Et après, la même chose, donc l'application va faire appel à la fonction F2. La fonction F2, peut-être, il va récupérer des données. Et après, il va encore récupérer donc le résultat. Ce résultat, c'est ce qu'on va dorénavant appeler des observations. C'est-à-dire, ça c'est une action, si vous voulez. L'agent, il va agir sur l'environnement, c'est une action. Et après, on récupère les observations, c'est le résultat. Et encore la même chose, donc on envoie encore la question, plus le contexte. Alors vous voyez, donc le contexte, il y a les observations c'est-à-dire les différentes observations qui ont été récupérées auparavant. Plus bien sûr, encore, on rappelle toujours quels sont les tools dont on dispose. Et ainsi de suite. Le LLM, il va encore répondre voilà, donc ici on est en train de rentrer dans une interaction c'est-à-dire se forme d'une interaction itérative jusqu'à ce que le LLM dispose d'un contexte, c'est-à-dire dispose d'un contexte dans lequel il y a toutes les informations nécessaires pour répondre à cette question. C'est ça l'idée principale. Bon, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vous pose la question, vous ne pouvez pas lui répondre parce que vous n'avez pas en fait toutes les données pour lui donner la réponse, mais au lieu de cela, vous allez lui dire, vous allez commencer à lui poser des questions. Donne-moi ton nom, donne-moi ta date de naissance, donne-moi, etc., ton historique. Je commence à lui poser des questions jusqu'à ce qu'à chaque fois, il me donne, dès que je reçois toutes les données, ces observations, si vous voulez. Après, donc, je lui génère la réponse. Donc, ça, on va dire,
c'est l'évolution vers ce qu'on appelle les agents AI agents. Donc, justement, c'est ce concept-là qui va encore se développer. Alors, sauf que ce concept de AI agents, pour créer un agent AI, bah forcément, on a besoin de créer des tools. Et l'utilisation d'un agent, plutôt l'utilisation des tools par un agent, avant, il n'était pas standardisé par un protocole. C'est-à-dire, chacun peut créer, chaque framework, chaque langage utilise ses propres mécanismes pour créer les tools. C'est des fonctions généralement qu'on va créer. Et après, on les intègre dans le client AI qui est utilisé pour interagir avec le LLM. Et ça marche, il n'y a pas de problème. Mais sauf que ça restait un peu très rigide. Parce que si à vous-même, par exemple, si vous avez par exemple un client, si vous avez peut-être un agent que vous développez avec Java, bah, il vous faudra donc déjà les tools, il va falloir les développer avec Java parce que ça devient des fonctions de l'application. Et après, par la suite, si vos tools, si par exemple, si vous voulez interagir avec d'autres services externes, c'est dans votre tool que vous allez initier cette interaction. Donc, ce qui fait que pour un peu faciliter, pour simplifier un peu cette architecture, Anthropic, c'est-à-dire Anthropic, c'est l'entreprise qui a développé en fait Claude et toute la génération de LLM Claude et on va dire tout cet écosystème. Il a vraiment développé un protocole qui est très important, qui est le protocole MCP. Alors justement, ce protocole MCP, il va être utilisé c'est pour exposer. Donc l'idée principale, c'est de créer un serveur MCP dans votre application. Et dans le serveur MCP, vous allez développer tout simplement des tools, des fonctions. Une fois que vous développez un serveur MCP avec des tools, et par la suite, ce serveur MCP, il peut communiquer, il peut être utilisé comme source d'information pour n'importe quelle application basée sur des LLM, c'est-à-dire basée sur des agents AI. Alors forcément, MCP donc, peut exposer les fonctionnalités en fait, en utilisant deux couches de transport, si vous voulez, deux façons de faire. La première, c'est standard input-output. Bon, ça, c'est ce que j'ai utilisé la dernière fois. C'est-à-dire que dans ce cas-là, votre tool, c'est-à-dire le serveur MCP, il devient un sous-process de l'application. C'est-à-dire c'est quand l'application démarre, ben, c'est l'application qui démarre le serveur MCP. Et dans ce cas-là, donc, c'est-à-dire le serveur MCP et l'application s'exécutent dans le même processus. Donc forcément, c'est comme si vous avez un serveur MCP, plutôt une application qui va instancier au démarrage le serveur MCP. Et quand il va l'instancier, donc il va communiquer avec le serveur MCP en utilisant son entrée standard et sa sortie standard. Et donc ça, c'est utile quand, si vous voulez profiter des tools que vous voulez démarrer localement dans votre machine. Mais si vous souhaitez que le serveur MCP soit démarré dans une machine distante, c'est-à-dire que ce soit un service indépendant, MCP offre la possibilité c'est-à-dire offre une autre couche de transport de communication, notamment c'est ce qu'on appelle Streamable HTTP, c'est-à-dire le client MCP peut communiquer directement avec le serveur MCP en utilisant le protocole HTTP et basé sur ce qu'on appelle le streaming. Le streaming SSI, ça veut dire Server Send Event. Ça veut dire tout simplement que le serveur MCP, il va établir une connexion. Donc ça, je vais revenir en détail. Il va établir une connexion permanente avec le serveur MCP. C'est une connexion permanente. Et après, à chaque fois le serveur MCP reçoit une requête, ben, il répond avec c'est-à-dire des messages de type Server Sent Event. Alors ça, c'est très connu dans le protocole HTTP, c'est pas nouveau, mais c'est une particularité du protocole HTTP qui est très très exploité dans les applications web d'une manière générale. Et donc avec MCP, vous avez ces deux possibilités.
ça j'en ai pas parlé la dernière fois, mais ça c'est très important. On va revenir sur les détails du protocole. C'est que quand vous avez un serveur MCP, il faut savoir comment en fait est-ce que vous voulez communiquer avec la couche transport, c'est-à-dire est-ce que vous voulez communiquer via le standard input-output ou bien via server-send event, c'est-à-dire via streamable HTTP. Et donc avec ça, ça devient plus intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que je peux bien créer une application avec Java, par exemple Spring, et puis je peux créer par exemple des tools, un serveur MCP en utilisant Python ou bien Node.js ou bien n'importe quel langage. Et après, mon application il suffit qu'il connaisse le endpoint de ce serveur MCP. Et il va tout simplement, à travers ce protocole, il va explorer, il va récupérer donc la liste des tools qui sont mises à sa disposition. Et après, quand il veut faire appel à un tool, donc la communication se fait via ce protocole HTTP. Alors ça, c'est quelque chose vraiment à comprendre parce que tout à l'heure, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer comment fonctionne donc ce protocole comme ça. Et donc, les choses vont beaucoup changer dans les applications agentiques basées sur des agents AI. Donc, on va donc avoir une architecture qui ressemble à ce que vous êtes en train de voir ici. Et bien sûr, le système RAG, à un moment donné, il va pas rester comme ça, mais le système RAG lui-même, il sera derrière un serveur MCP server. Ça veut dire que tout le système RAG, ça devient un tool. C'est un tool parmi les autres. Donc, c'est-à-dire que finalement, quand je pose une question à mon application, alors la question elle est envoyée vers le LLM et le LLM, c'est-à-dire en fonction de la question, il va demander à l'agent de faire appel soit au système RAG ou bien d'appeler un tool qui va accéder à une base de données ou tout simplement aller vers des capteurs ou communiquer avec des réseaux sociaux, envoyer des emails ou publier par exemple un post au niveau par exemple LinkedIn, etc. Donc tout ça, l'objectif c'est automatiser donc les process. Donc forcément, alors tout ce que je viens de vous décrire, bon, je l'ai un peu décrit, peut-être je suis allé très vite, mais tout ce que je viens de vous décrire, c'est tout simplement se cache derrière ce qu'on appelle AI agents, c'est-à-dire les agents AI. Et quand vous dites AI agent, ça veut dire tout simplement, ça veut dire qu'il y a un LLM, ça veut dire que généralement il y a des tools, ça veut dire qu'il y a le protocole MCP qui devient très, très important dans les frameworks AI agents. Et ça veut dire tout simplement qu'il y a des prompts et ensuite on va en parler, il y a une mémoire conversationnelle. Il y a pas mal de choses qui vont être intégrées pour développer des applications intelligentes, tout simplement. Et ce n'est pas assez compliqué. C'est ce qui est intéressant, c'est que avec des librairies, soit Python ou bien Java comme Spring AI, c'est très simple, c'est très rapide de monter d'abord des serveurs MCP, et ça vous allez voir. Avec tous les langages maintenant, déployer un serveur MCP, c'est en quelques lignes. Et c'est très simple de créer un client MCP. Et donc, c'est très simple d'interagir avec les LLM. C'est aussi simple de créer un RAG. Donc, ça veut dire tout ça, finalement, tout est simple. Mais c'est un peu ce qui est un peu compliqué, c'est d'avoir les prérequis sur toutes ces choses-là. Donc ça, c'est ce que j'essaie de voir à travers la démo. Voilà, alors ici donc j'ai un peu un schéma. D'ailleurs, si vous voulez consulter les spécifications du protocole MCP, vous pouvez voir. Oui, ici donc vous avez MCP, vous avez les SDK qui sont développés. Donc il y a des SDK avec tous les langages, notamment voilà, donc ici il y a Spring, il y a Java, il y a des SDK JavaScript, etc. Donc c'est-à-dire
le problème ne se pose plus. D'ailleurs, je le vois ici. Voilà, donc ça c'est pour les SDK Java. Ça c'est avec Spring AI. Bref, donc ça c'est justement ce qu'on va essayer de voir. Alors il y a C Sharp, il y a Java, il y a Kotlin, il y a Python, il y a Ruby, il y a Swift et TypeScript. Donc vous voyez donc Anthropic a fait du très bon travail. Et bien sûr avec beaucoup de partenaires, parce que chaque partenaire développe, si vous voulez, le SDK en se basant sur les frameworks qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et après, il y a les spécifications. Je vais revenir sur les spécifications du protocole, parce qu'après, il faut comprendre l'architecture du protocole, comment ça marche, c'est-à-dire le cycle de vie du protocole lui-même. Ça, je vais y revenir. Ça, c'est important. La structure, donc vous voyez, donc tout ça, c'est ce que je viens de décrire. On va revenir à cette documentation au fur et à mesure qu'on en a besoin. Donc vous voyez ici, donc l'idée principale c'est ça, c'est que avec MCP on voudrait créer soi-disant des applications distribuées. Donc d'un côté vous avez un client MCP qui va communiquer avec un serveur MCP. Alors il y a quelque chose d'important. MCP, c'est un protocole stateful, donc c'est-à-dire dans la communication ce n'est pas comme REST, parce que REST c'est stateless. Dans le MCP, c'est un protocole stateful, ça veut dire dès la première connexion, il y a une session qui est créée, et ce session ID, donc c'est lui qui va être utilisé pour dans toutes les requêtes pour garder, donc si vous voulez, la mémoire, garder la conversation entre les deux tiers, c'est-à-dire client MCP et serveur MCP. Et donc voilà, donc pour communiquer, donc vous avez donc la couche transport, et dans la couche transport, donc vous avez deux façons de faire, soit STDO, soit SSI, Server Send Event. C'est ce que je viens de dire ici. Alors standard input-output, si vous utilisez donc STDO, ça veut dire que le client et le serveur se trouvent dans la même machine, c'est-à-dire c'est le client qui démarre, qui va instancier le serveur, donc il se trouve dans le même processus. Et si vous utilisez SSI, donc ça veut dire que la communication se fait via HTTP. Voilà. Donc en résumé, donc on peut dire MCP, donc c'est un protocole qui a standardisé une façon d'intégrer de manière transparente le contexte et les outils d'une application, ou bien les tools d'un système d'information, avec tout l'écosystème des applications AI. Donc vous créez une application qui va se baser sur l'intelligence artificielle, et avec MCP on va facilement pouvoir intégrer tous les tools, alors j'ai parlé des tools, mais après on va voir dans le MCP, on va pas exposer que les tools, on va exposer les tools, on peut exposer également ce qu'on appelle les prompts, et on peut exposer les ressources. Alors ici, bien sûr, le plus important, c'est les tools, mais il y a des applications parfois dans lesquelles, ici, donc je peux créer un tool qui va exposer des prompts qui vont être utilisés par l'application, et c'est ces prompts-là qui vont être utilisés pour interagir, ou bien pour interroger le LLM. Et la même chose pour les ressources, ça peut être par exemple des fichiers, ou bien des données particulières. Donc le protocole, il utilise en fait pour l'échange, c'est-à-dire dans l'échange entre le client MCP et le serveur MCP, il utilise le format JSON RPC. Alors je rappelle que RPC, c'est Remote Procedure Call, c'est un standard très ancien qui revient en force déjà dans en fait gRPC. Et après il est là maintenant dans le MCP, donc et forcément donc l'idée principale c'est d'échanger des messages ici en utilisant donc le Server Send Event. Mais le format des messages échangés, c'est des données au format JSON, c'est à dire que la communication ici c'est du HTTP plus JSON. Pas n'importe quel JSON, c'est JSON RPC, c'est-à-dire c'est un JSON mais qui respecte
le standard de RPC. Alors déjà, Remote Procedure Call, c'est-à-dire c'est l'appel de méthode à distance. Donc c'est-à-dire c'est des messages JSON dans lesquels on va indiquer quelle est la fonction qu'on veut appeler et quels sont les paramètres de la fonction. C'est à peu près ça. Donc tout ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et après ça, je l'ai également dit que le protocole, il définit deux standards de transport. Il y a deux mécanismes dans la couche de transport. D'abord, il y a standard input-output. Donc la communication se fait via l'entrée standard et la sortie standard. Alors ça, je l'ai dit, c'est que dans ce cas-là, le serveur MCP, il est démarré dans un sous-processus de l'application client, du client MCP. La deuxième façon, qui est à mon avis plus intéressante, c'est le Streamable HTTP, dans laquelle on va utiliser donc le protocole HTTP. Et dans ce cas-là, donc le serveur MCP est démarré quelque part dans une machine et le client également il est démarré dans une autre machine. Et après, donc ils peuvent communiquer via via HTTP, mais en utilisant JSON RPC. Donc ça c'est le principe. Je pense que j'ai tout dit ici. Alors je vais passer maintenant à l'application, la démo. Alors pour la démo, qu'est-ce que je vais faire? Donc je pense que dans cette démo, je vais essayer vraiment de faire tout ça. D'abord, je vais commencer par vous montrer comment créer un serveur MCP en utilisant Spring AI. Je vais faire également la même chose, mais en utilisant Python. Mais assurez-vous, ici dans la démo, utilisez Java ou Node.js ou bien Python. Vraiment, ça commence à devenir vraiment, c'est-à-dire tout est transparent. C'est ce qui est intéressant avec MCP. Donc, je vais créer un serveur MCP en utilisant Spring, dans lequel je vais créer tout simplement un service qui expose des tools. Alors, je vais supposer que j'ai que 3 fonctions. J'ai une fonction qui permet de consulter la liste des entreprises, Get All Companies. J'ai une fonction qui permet de consulter une company by name, Get Company by Name. Et une autre, un autre tool qui permet de consulter, par exemple, les actions d'une compagnie en bourse, par exemple, Get Stock by Company. Donc ça ici, je vais essayer de faire le plus simple possible. Je ne vais pas utiliser une base de données, mais je vais juste créer une liste d'entreprises dans le service. Et après, c'est pour tester, mais ça, vous le savez très bien, pour mettre en place une base de données. Donc, vous savez, avec Spring, c'est très simple. Avec Spring Data, avec tout ce que vous connaissez, vous pouvez intégrer facilement ça. Donc, je vais d'abord créer le serveur. Je vais vous montrer comment mettre en place le serveur MCP. Et puis, avant de créer le client, parce que notre client MCP, on va le créer après. Mais avant ça, on va d'abord essayer de comprendre comment fonctionne le protocole MCP en utilisant Postman. Ça, c'est intéressant. Donc, voir avec Postman comment je peux interagir via MCP avec ces tools. Donc, juste, il faut noter que dans la dernière version de Postman, donc il faut mettre à jour votre version. C'est une version qui supporte MCP. Alors, même s'il ne supporte pas MCP, vous pouvez utiliser des connexions HTTP classiques. Donc, je vais vous montrer les deux pour pouvoir interagir avec ce serveur. Cette étape-là, elle est extrêmement importante parce qu'il va nous permettre vraiment, en tant qu'architecte logiciel, il va vous permettre de comprendre ce protocole MCP. Une fois que vous l'aurez compris, et après, il devient vraiment transparent, vous serez très à l'aise dans la mise en place de votre solution. Donc, une fois que je fais ça, une fois qu'on va tester ce serveur MCP avec Postman, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le client. Alors, dans notre client, on va créer un client basé toujours sur Spring. Donc, pour le moment, je fais l'intégration avec Spring. Alors, donc, dans ce client, donc, je vais juste créer un REST controller, une REST API, qui va permettre au front-end de communiquer avec l'application. Donc, ce REST API, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas grand-chose. On va juste, parce que le front-end va saisir une question. Donc, il y a une zone de texte dans laquelle on va saisir la question. Et cette question-là, on va l'envoyer.
Et ben, cette question, il va être transmise à notre agent AI. Alors bien sûr, notre agent AI qu'on va créer, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, premièrement, il a besoin de communiquer avec un LLM. Alors ici donc je vais utiliser donc différents types de LLMs, donc voir comment faire l'intégration des différents. Donc je vais intégrer Claude, je vais également intégrer OpenAI, également je vais intégrer Llama. Donc, comme ça vous avez une idée comment utiliser un open source comme Llama. Alors Llama, il faut utiliser la version minimum, la version 3.2, 3.1, 3.2 qui supporte les tools. Parce qu'en fait, les versions avant ne supportent pas les tools. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Voilà, donc à chaque fois, quand vous consultez un LLM, il faut toujours voir, par exemple, si vous allez vers, vous allez vers Llama. Voilà. Si vous cherchez les modèles open source, par exemple, avec Llama, vous avez les modèles. Donc vous voyez, donc vous avez pas mal de modèles. Ici DeepSeek, Gemma, vous avez Queen, etc., etc. Donc vous voyez, donc quand vous regardez les modèles, vous voyez ici ce qu'ils supportent. Il y a Thinking, il y a Tools, c'est-à-dire que si vous voulez créer des agents AI, il faudrait utiliser un LLM qui supporte les tools, c'est-à-dire l'appel de fonctions. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération, vous voyez. Si vous prenez par exemple Llama 3.3, donc il supporte les tools. Aussi Llama 3.2, mais par contre, oui, Llama 3.1 aussi, il supporte. Mais si vous descendez vers Llama 3.0, non. Donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà, ça c'est un petit détail. Donc notre LLM, il va, plutôt notre agent AI, il va communiquer avec des LLMs ici. Donc ça, on sait le faire déjà, donc il n'y a pas de problème avec Spring AI. Communiquer avec Claude ou bien GPT-4o ou Llama, c'est le même code qu'on écrit, donc c'est très simple. Et puis, vous avez donc à cet agent-là, on va lui fournir des tools. Donc, quels sont les tools que je vais lui fournir? D'abord, donc j'ai besoin de de démarrer un client MCP. Donc, c'est le client MCP qui va permettre donc d'explorer les tools qui sont mis à sa disposition. Ce client MCP, il va d'abord se connecter vers le serveur MCP pour profiter de ces tools qui sont fournis dans ce serveur-là. Mais en même temps, pour ce client-là, cette application, je vais démarrer un tool qui est développé en Python. Je n'ai pas besoin de le développer. Non, oui, je vais vous montrer comment développer plutôt un serveur MCP en Python. Et donc, notre application, quand il va démarrer, on va lui demander d'utiliser l'outil, par exemple, UV pour démarrer le serveur MCP. Et comme ça, donc, notre application peut également, au cas de besoin, profiter de cette fonction qui va être exposée. Et la même chose, donc, je vais démarrer un autre serveur MCP, Node.js cette fois-ci. Ce tool, je ne vais pas le développer, mais il y a des centaines et des milliers de tools qui sont mis à disposition. Vous pouvez consulter le site de MCP, Model Context Protocol. Vous allez trouver vraiment les tools parmi lesquels il y a par exemple File System Tool. C'est un tool qu'on va démarrer et qui va nous permettre, soi-disant, qui va permettre à notre application de profiter des systèmes de fichiers. Par exemple, avec ce tool-là, l'utilisateur pourra demander à l'application: je veux savoir combien de fichiers que j'ai dans tel dossier, je veux que tu me crées un fichier dans tel dossier, je veux que tu m'ajoutes ce texte-là dans ce fichier-là, etc. Donc, c'est-à-dire, finalement, avec notre application, il va profiter de ces tools-là. Donc, nous allons donc mettre en place 3 tools. Le premier, c'est un tool qui est exposé via HTTP, c'est-à-dire streaming HTTP si vous voulez. C'est-à-dire c'est un serveur distant. Et les deux autres, c'est du standard input-output, STDO.
On aurait pu également créer ce serveur-là, de le mettre à l'extérieur. C'est juste pour vous montrer les différentes possibilités que vous pouvez utiliser là. Donc là, on va se retrouver dans cette situation. À travers notre application front-end, l'utilisateur va poser la question. La question arrive vers l'agent. L'agent, il connaît déjà, à travers le client MCP, il connaît déjà la liste des tools qui sont disponibles. Il y a beaucoup de fonctions dont il dispose. Et comme ça, il va envoyer la question. Il va l'envoyer avec la liste des tools. Il va l'envoyer vers le LLM. Et après, il va lui demander de répondre à la question de l'utilisateur. Et puis donc, le LLM va décider quelles sont les actions à prendre. C'est-à-dire, il va demander à l'agent, je veux que tu m'appelles, pour répondre à cette question, j'ai besoin que tu m'appelles par exemple la fonction qui permet de lire le contenu d'un fichier tel. Donc, ce qui fait forcément, donc notre agent, il va utiliser le tool, il fait appel à la fonction, il récupère des observations, et encore ces observations-là, il va les envoyer vers le LLM. Le LLM va encore lui demander, maintenant j'ai besoin que tu m'appelles la fonction qui permet de consulter les informations sur toutes les entreprises. Donc, il va lui donner la liste, c'est des observations qui vont encore vers le LLM, qui va répondre encore avec une autre action, etc. Donc, tout ça, il va exploiter donc tous ces tools-là jusqu'à ce qu'il dispose de toutes les observations nécessaires pour apporter une réponse claire à l'utilisateur. Et donc ici, donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne les agents AI. Donc juste pour rappel, en fait, les agents AI sont basés sur un framework qui s'appelle React. Alors React, ça n'a rien à voir avec le framework React que vous utilisez pour développer les applications web. React, c'est Reasoning Action. Ça, c'est Reasoning et ça, c'est Action. Bon, l'idée principale, c'est quoi? C'est que l'agent, il va d'abord raisonner. Vous lui posez la question, il va d'abord faire un raisonnement. Et pour faire un raisonnement, il va utiliser un LLM parce qu'il n'y a pas mieux aujourd'hui qu'un LLM pour faire une abstraction sur des problèmes assez complexes. Donc, on va raisonner avec le LLM. Le LLM va décider quelle est l'action à prendre. Ouais, donc ici, il va faire appel à une action. Donc, c'est un tool. Une fois qu'on fait appel au tool, donc l'exécution d'un tool va générer des observations. Et ces observations-là donc apportent un contexte. Et ce contexte, il va encore revenir vers le LLM pour raisonner. Il va raisonner action, observation, raisonnement, action, observation. C'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. Jusqu'à ce que le LLM dispose de tout le contexte nécessaire avant de générer la réponse. Voilà. Alors ça, c'est l'architecture. Donc, je vais commencer à faire ça étape par étape. Parce que l'objectif, c'est de comprendre surtout. Mais après, donc, si vous voulez par la suite votre application, votre chatbot, si vous voulez l'interroger avec la voix, vous pouvez mettre en place... on peut mettre en place ici un agent JavaScript qui communique avec le protocole RTC. On peut utiliser des modèles comme Real-Time LLMs, comme par exemple GPT-4o, qui est capable donc de recevoir en temps réel, c'est-à-dire la voix. Et après, il va essayer de faire la transcription. Et forcément ici, c'est côté front-end que l'agent va décider quelle est l'action à prendre. Et après, il fait appel, bien sûr, il envoie la bonne requête vers le système qui va exécuter la même, qui va exécuter bien sûr les tools nécessaires pour répondre à cette question. Donc, c'est-à-dire, vous avez deux façons de faire, soit que l'utilisateur va saisir ces questions, soit on va tout simplement dialoguer avec l'interface via un agent vocal. Voilà, donc ça c'est... Je ne sais pas si j'aurai le temps d'intégrer ça, mais sûrement j'aurai l'occasion de vous montrer comment faire ça. J'ai déjà fait ça, un exemple avec Angular que j'utilise. Donc j'ai créé un composant qui est tout prêt, que vous pouvez intégrer facilement dans un front-end Angular. Vous pouvez l'intégrer, c'est le même code que vous pouvez intégrer dans une application React parce que c'est du JavaScript tout simplement. Voilà, alors pour faire ça, on va commencer par le début. Donc je vais commencer par cette première étape.
c'est-à-dire créer d'abord un serveur MCP. Alors je vais arrêter tout ça. Ok. Alors je vais créer un projet. Alors je vais créer un projet dans lequel je vais grouper aussi bien le serveur MCP, le client MCP. Donc je vais d'abord créer un projet Maven, Java Maven, simple, que je vais appeler MCP démo. MCP démo. Démo Spring. Spring Python. Alors ça c'est un projet Maven, j'utilise Java 21 et voilà, créer le projet. Donc voilà, une fois que nous avons créé le projet Maven, donc dans le projet Maven, donc je vais créer deux modules ou bien deux projets, un projet pour le client et un projet pour le serveur. Donc je vais choisir New Module. Le premier module c'est Spring, donc je vais créer d'abord le serveur. Je vais appeler MCP Server. Alors ça c'est un projet Maven, c'est un projet Spring. Je vais utiliser toujours Java 21. Alors pour les dépendances, vous aurez juste besoin de MCP Server. Donc, ça c'est la seule dépendance dont vous avez besoin pour exposer un serveur MCP. Alors bien sûr, si dans votre projet MCP Server, vous avez besoin d'utiliser Spring Data, GPA, vous voulez utiliser une base de données, alors forcément, bon, vous ajoutez les autres dépendances. Voilà, donc ça c'est pour pour le serveur. Après pour le client, donc je vais créer un module MCP, un projet Spring toujours. Alors cette fois-ci je vais utiliser MCP Client. Voilà. Alors sauf que pour le client j'aurais besoin d'utiliser donc les modèles, le client a besoin de communiquer avec le LLM, donc forcément je vais utiliser donc alors je vais utiliser OpenAI. Donc vous pouvez tester avec le modèle qui vous convient. Je vais utiliser Claude, je vais tester avec Claude. Anthropic Claude, je vais tester avec Ollama. Et après donc je vais choisir c'est-à-dire le modèle qui convient. Et je pense que c'est ça, donc je n'ai pas besoin de d'autres choses, mais après on verra pour le reste. Mais oui, c'est une application web, donc je vais utiliser Spring Web. Voilà. Créer le module. Et puis par la suite, donc je vais ajouter un serveur, un module Python. Donc ici, je vais choisir un module parce que je vais créer un serveur basé sur Python. Donc je vais l'appeler Python MCP Server. Voilà. Comme ça, nous avons deux serveurs MCP. Un premier c'est basé sur Java, Spring, un deuxième basé sur Python. Alors ici je vais utiliser, c'est un projet Python basé sur voilà, UV. Donc ça c'est un outil qui est très utile pour gérer les dépendances dans un projet Python, donc je l'utilise souvent. Vous pouvez utiliser Conda, Pip ou bien un environnement virtuel, mais tout ça c'est qu'on va régler ça. Donc je vais utiliser donc la version de Python 3.11. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'ajouter un module Python, c'est que vous n'avez pas installé un plugin pour ça. Alors juste je rappelle que dans les plugins, parce que là je suis sur IntelliJ, donc je n'ai pas envie de changer les IDE, donc je veux faire tout dans un même IDE. Donc ce qui fait ici, donc dans le setting, vous avez les plugins, et dans les plugins vous
vous avez Payton. Voilà. Alors ça, c'est il faut le chercher dans le marketplace. Et voilà, Payton, et vous l'installez. Donc bref, donc ça c'est les trois modules qu'on va créer. Alors maintenant, je vais commencer par le premier. C'est plutôt c'est MCP Server. Voilà, ça c'est le projet Spring. Alors la première des choses, c'est que si pour créer un serveur MCP, c'est que dans le package de l'application, on va créer un service. Tout simplement. On va créer une classe. On va créer un package. D'abord, un sous-package qu'on va appeler tools ou bien service. Ça, c'est les tools qu'on va exposer. Et la classe, je vais l'appeler stock tools, par exemple. Alors, c'est un service. Comme ça, il va être instancié au démarrage. Et puis, donc, je vais créer trois fonctions. Alors, rappelez-vous ici, j'ai besoin de créer une fonction qui permet de consulter toutes les entreprises. Donc, j'ai besoin de créer une classe compagnie. D'abord, je vais créer un record pour faire les choses de manière simple. Record compagnie. Alors, je suppose que une compagnie est définie par son nom, name, par le nombre d'employés, par le chiffre d'affaires, par exemple, et je pense que c'est tout. Donc le chiffre d'affaires, le nom et par exemple country, le pays de la compagnie. Bon, ça suffit. Alors j'ouvre les accolades. Voilà. Ça c'est une parenthèse qui n'est pas bonne. Donc ça c'est notre compagnie. Et voilà, donc je vais créer ici une liste de compagnies. Ici, j'ai pas de base de données. Alors je vais faire un copier-coller rapidement pour aller plus vite. J'ai une liste de compagnies. Ici, alors, ça c'est le MCP client. Ça c'est MCP. Je pense que ce n'est pas le bon projet. Celui-là. Voilà, donc j'ai une liste de compagnies. Alors ici, il y a name, il y a l'activité. Le domaine d'activité. Ça, le nombre de... c'est un peu inversé ici. Ça, turnover. Et l'autre, c'est le nombre d'employés. Voilà. Alors j'ai ici donc deux entreprises. J'ai Maroc Télécom, le domaine télécom, j'ai le chiffre d'affaires.
Ici 3,6. Mais bien sûr, le LLM, à un moment donné, il a besoin de comprendre ce 3,6. Est-ce que c'est en milliards de dirhams ou bien en millions de dirhams? C'est pour cela il y a une annotation qui est importante ici qui s'appelle description. Alors, cette description-là, elle est importante pour les attributs, pour les méthodes, etc. Donc, la description, ici, donc, je vais lui dire, par exemple, en milliards de dirhams. Voilà. Donc ça, c'est une description qui est très utile. Bon, on peut toujours ajouter la notation de description pour chaque attribut, c'est très recommandé. Comme ça, le LLM, il va comprendre, par exemple, ici, il s'agit de le nombre d'employés, etc., etc. Mais sinon, à travers le nom de l'attribut, si vous respectez les conventions, à partir du nom de l'attribut, le LLM, il va comprendre par la suite de quoi il s'agit. Mais ça suppose que vous respectez les conventions. Alors ici, donc, je vais créer donc une méthode qui permet de retourner la liste des companies. Donc ici, directement, je vais retourner les compagnies. J'ai une méthode qui permet de retourner une compagnie. La méthode ici, je vais l'appeler getAllCompanies. J'ai une méthode qui retourne une compagnie, getCompanyByName. Alors ici, donc, je vais utiliser return companies filter. Alors ici, compagnie pour lequel c.name.equals name. Donc je vais chercher dans la liste la compagnie dans le nom. Dans ce nom-là égal au nom demandé. Je vais chercher, donc comme c'est une liste, je vais chercher la première dans la liste et après sinon je vais retourner nul ou plutôt je vais générer une exception. Or true, or else true, new, ici donc true, ici une fonction qui va générer une exception. Runtime exception par exemple, company not found. Et puis le troisième tool, c'est celui qui consulte le stock, au niveau de la bourse d'une compagnie. Donc j'ai besoin également de créer un record stock. Alors ici donc string company name et après j'ai double stock, ça peut suffire ici, et la date. Alors la date c'est par exemple local date, voilà. Alors comme ça, la méthode va permettre de retourner un objet de type stock, getStockByCompanyName. Ici donc je vais retourner un objet stock, pour lequel le nom c'est le nom, la date c'est la date système. Je vais utiliser local date now et en fait le chiffre, comment dire, le stock c'est un nombre aléatoire. Je vais dire par exemple 1000 plus 100 plus je vais faire quelque chose comme par exemple 300 plus math random multiplié par 100 par 300, c'est-à-dire je vais avoir de minimum 300, maximum 600 au total.
Alors pour que ces fonctions soient des tools, donc il suffit d'utiliser la notation tool. Ça c'est important. Donc ça c'est Spring AI. Oui. Donc la notation tool, donc il va être utile pour marquer une méthode comme étant un tool qui va être exploité par un agent. Alors la même chose ici, donc ça c'est un tool. Et la même chose ici, c'est un tool. Alors si vous voulez donner une description au tool, vous ajoutez l'attribut description. Alors ça c'est très utile parce que le LLM, quand l'agent va dire au LLM, voilà les tools dont je dispose, il va donner le nom du tool, il va donner une description. Alors par exemple ici, je vais lui dire par exemple get all companies par exemple. Alors la même chose, si je donne pas la description, donc il va se baser sur le nom. Le LLM va tenter de comprendre en fait la fonctionnalité ou bien on va dire la sémantique plutôt de la fonction à travers le nom bien sûr. Bon, c'est tout. Alors ici donc une fois que vous avez fait ça, alors maintenant nous aurons besoin d'exposer ces tools au démarrage. Alors pour cela, on va dans notre application. Alors dans l'application, on aura juste besoin de créer on aura besoin de créer un bin. C'est ce bin là, c'est méthode toolback provider. Il faut créer une méthode qui permet de retourner un objet de type méthode toolback provider. Et donc ici, il va retourner méthode toolback provider.build, builder.build. Et quand vous utilisez builder, il faut instancier, il faut lui donner donc le build et on va lui donner le service. Notre service s'appelle stock tools. Alors pas ici. Hein. Alors méthode toolback provider. .tool object. Donc c'est un builder. Donc ici c'est build. Ici .tool object. Alors c'est comme si vous dites voilà, je voudrais que tu me cherches, tu m'exposes. On va demander ça, c'est MCP. Hein. Alors ici donc si vous cherchez dans les importations, ça c'est un méthode toolback provider, c'est Spring AI. On va lui demander de chercher les tools qui se trouvent dans cet objet là. New, cette classe. Stock tools. Alors ici, comme on l'instancie, techniquement parlant, on n'a pas besoin ici d'utiliser d'utiliser service. Donc c'est-à-dire c'est pas nécessaire parce que c'est à nous de l'instancier. Et automatiquement, quand on va l'instancier, il va chercher les méthodes qui utilisent la notation tool. Et après, il va les indexer en tant que des tools. Autrement, vous pouvez injecter, si vous mettez service, vous injectez donc le service et vous mettez directement l'objet ici. C'est la même chose. Alors, comme je viens de dire, l'autre possibilité qui devrait normalement marcher, donc c'est-à-dire si vous utilisez ici service, là, bon, il faut injecter le service, c'est-à-dire tools, stock tools. Alors stock tools, et là vous utilisez stock tools. Bon, ça c'est la même chose. Alors ici donc je vais utiliser la méthode directe comme ça, new. Là je vais pas injecter. Et pour le moment je n'ai pas besoin d'utiliser la notation service. That's all. Mais il faut pas oublier la notation bin, parce que sinon cette méthode ne sera jamais exécutée. Donc au démarrage, Spring va créer cette méthode, il va explorer toutes les méthodes qui se trouvent dans cet objet là. Il va trouver les tools, donc ça veut dire que tout simplement nous sommes dans ce contexte là. C'est-à-dire, vous voyez donc ici, quand on va démarrer le serveur MCP, et il sait qu'il dispose de 3 tools.
Alors, on va tester. Alors, pour tester, donc, on aura besoin juste de revenir à la configuration. Alors, dans la configuration, il y a pas mal de configurations par défaut qu'on va utiliser. Donc, ici, Spring AI MCP Server. Alors, par exemple, le endpoint qu'on va utiliser. Donc, je vais garder celui qui est utilisé par défaut, MCP Messages. Ici, server, plutôt Spring. Voici la même chose ici. Alors ici, donc c'est name, le nom. On va l'appeler Spring MCP Server. Vous aurez besoin le type. Alors vous avez le type 5 à 5. Alors ici, donc je vais utiliser le type 5, synchrone. Après, on peut changer vers asynchrone. Vous avez également le endpoint, c'est /scc. Donc vous avez donc il y a scc endpoint, c'est /scc. Et après ici scc message endpoint. Donc c'est-à-dire il aura besoin de ces deux endpoints pour qu'un client puisse communiquer avec un serveur MCP. Il utilise ces deux endpoints, ces deux URL, ces deux URL ou bien ces deux endpoints. Voilà, alors pour le reste, on peut garder les valeurs par défaut. Sinon, si vous voulez chercher les autres paramètres, il y en a ici. Donc vous voyez, on active, c'est-à-dire les tools par défaut, ils sont activés. C'est-à-dire, il y a ressources, il y a prompt, il y a pas mal de paramètres. Il y a la version. Alors ici, donc je garde la version du serveur MCP, par exemple 1.0. Voilà, je pense que ça suffit. On a juste besoin d'exposer le port en utilisant par exemple 99988998899 par exemple. Ça c'est le numéro de port de notre serveur MCP. Mais il faut juste changer quelque chose dans la dépendance parce que nous on a utilisé MCP Server. Alors ça c'est si vous voulez utiliser le serveur. Si vous voulez exposer le serveur avec STDO, c'est-à-dire Standard Input Output, cette dépendance-là, c'est celle qui est utilisée. Mais si vous voulez l'exposer via un HTTP, c'est-à-dire via streaming HTTP, donc il faut changer cette dépendance. Il faut utiliser MCP MVC. Voilà. Il y a serveur MVC, il y a Webflux. Alors ici, donc, je vais utiliser serveur MVC. Ouais, plutôt, voilà. C'est-à-dire un serveur basé sur Tomcat et Servlet. Donc forcément, ici, vous intégrez la dépendance web. Donc on en a besoin ici. Alors pour tester, on va démarrer le serveur. Alors vous allez remarquer, donc là, il a démarré. Alors juste si vous voulez loguer, c'est très important de loguer des messages, comme ça on sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela donc je vais loguer. Alors ici donc donc ça c'est MCP Server. Alors qu'est-ce que je vais loguer? Voilà. Donc je vais loguer, voilà. Je vais loguer. Donc d'abord login level IO model context protocol trace, c'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de ce qui concerne MCP, donc il va le loguer. Et la même chose pour Spring AI, donc j'ai besoin de savoir, c'est-à-dire voilà, donc level org Spring Framework AI MCP, je mets trace. Alors ça c'est utile. Et d'ailleurs vous pouvez ici, si vous démarrez, vous allez voir des messages intéressants ici qui peuvent s'afficher. Ce n'est pas le cas.
Alors en tout cas, donc c'est démarré. Voilà. Alors ici, vous voyez donc il vous indique qu'il y a 3 tools qui sont enregistrés. Donc ça prouve que votre, c'est-à-dire que ce bin là, méthode tool callback provider a bien pu exposer les tools que nous avons créés. Alors maintenant, comment on va tester? Donc avant de tester, avant de passer au client, donc je vais d'abord utiliser Postman. Je vais lancer Postman. Alors juste ici d'utiliser la dernière version si vous voulez, parce qu'en fait la dernière version il inclut en fait il supporte MCP, et ce qui facilite le test. Donc c'est très utile. Donc on va essayer de voir cette interface là. Alors je suis dans MCP. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement, si vous voulez tester de manière très simple, regardez ici donc dans cette version, c'est la version, je pense, la version 11. Alors si vous regardez ici, donc vous voyez HTTP, donc vous pouvez émettre des requêtes GraphQL, gRPC, WebSocket, mais également vous trouverez MCP. Alors ça permet de faciliter le travail. Alors ici donc on va juste spécifier le serveur, notre serveur MCP. Donc via bien sûr HTTP, c'est pas standard input output, c'est HTTP. Alors le port de mon application c'est combien? C'est 8889 8889 et le endpoint de la connexion c'est /SCC. Oui, c'est ça. Alors si vous faites ça, vous allez voir, en fait ici il peut pas se connecter, il y a une erreur de connexion. Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté WebMVC mais j'ai pas, vous voyez, donc pour le moment ce n'est pas une application web. D'ailleurs c'est pour cela que on n'a pas fait attention. Il faut synchroniser Maven. Voilà. Maven 5 project. Donc il doit intégrer cette dépendance parce qu'avant c'était pas WebMVC. Je réexécute le serveur. Voilà. Alors ici donc vous allez voir maintenant il démarre, le serveur est démarré. Vous voyez donc sur le port. Alors tout ça c'est bon. Alors je pense qu'il a déjà créé une session parce que le client est en train déjà d'établir la connexion. Alors je vais refaire la connexion ici. Hop, là ça marche. Alors vous voyez donc je me suis connecté à ce endpoint. Et puis donc il y a tout un tas d'échanges qui s'est passé entre Postman et le serveur MCP. Ils ont dû échanger la session, les négociations. Et après, à la fin, il a récupéré la liste des tools. Vous voyez ici, donc pour le moment, il vous dit voilà les tools dont vous disposez. Par exemple, je veux get all companies. Alors normalement, get all companies, pour pouvoir l'appeler, il faut envoyer donc une requête HTTP avec post dans laquelle on spécifie la méthode. C'est tools calls. Et après, la méthode que je veux appeler, c'est get all companies. Les arguments, il n'y a pas d'argument. Alors j'envoie la requête. Alors vous voyez ici, donc j'envoie la requête et je reçois la réponse. Alors voilà, je dois faire run. Voilà, j'envoie la requête et je reçois ici la réponse. Alors la réponse, donc elle contient le contenu, le type c'est texte. Ici donc le texte c'est quoi? Vous voyez donc c'est un tableau au format JSON qui contient la liste des 3 entreprises dont je dispose. Et la même chose, get company by name. Donc vous voyez ici donc c'est très sympathique. En fait Postman il vous offre la possibilité de saisir. Par exemple ici j'ai une compagnie qui s'appelle OCP. Alors j'envoie la requête run et je vois ici, voilà, je vois bien ici donc OCP, l'activité c'est l'extraction minière, turnover donc c'est 5,6 et le nombre d'employés c'est 20 000, etc. Donc c'est bien les données, que nous avons retournées dans notre cas ici. Vous voyez,
c'est ça, OCP, l'extraction minière, c'est des données. Alors c'est pareil pour le stock ici. Donc je vais consulter le stock d'une entreprise. Get stock by company name, donc ici OCP. Voilà, je vois company name OCP, la date et le stock. Donc vous voyez, c'est un nombre aléatoire qui a été généré. Et là, ça marche bien. Alors, sauf que, vous voyez ici, donc ça, déjà, ça vous permet de tester votre serveur MCP. Est-ce que bien il fonctionne en utilisant la couche transport HTTP. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, mais si vous travaillez comme ça, vous aurez beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne le protocole MCP lui-même. Et c'est la raison pour laquelle on va essayer donc de tester autrement. Donc au lieu de tester avec bien sûr ici l'outil MCP qui est fourni par Postman, je vais essayer de tester avec de simples requêtes HTTP. Alors supposons que je vais utiliser ici donc HTTP comme vous avez l'habitude de faire. Alors d'abord la communication fonctionne de la façon suivante. Donc je vais vous montrer le protocole. Alors ça c'est les petits détails. Donc déjà le protocole, il y a les deux scénarios. Donc le scénario si vous fonctionnez en STDO. Donc ce qui se passe généralement c'est que le client, c'est lui qui va lancer le serveur. C'est-à-dire dans un processus, c'est-à-dire dans un sous-processus, c'est-à-dire que le serveur, c'est le client qui le démarre, donc ils sont dans la même machine. Et puis après le client, il peut écrire sur l'entrée standard et après il reçoit les réponses sur la sortie standard. Et à la fin, donc vous avez les logs ou bien les erreurs. À la fin, donc tout ça c'est une connexion permanente. Et après, plutôt c'est une connexion. C'est pas une connexion parce que ça tout se passe en local. C'est-à-dire un lien permanent. Et puis à la fin, pour fermer la connexion, donc on va utiliser close pour dissocier le client et le serveur. Mais par contre, si vous utilisez ça c'est SSI. Alors le protocole, il va fonctionner de cette façon-là. Alors d'abord la première étape, pour ça j'ai découpé ça en 10 parties si vous voulez. Donc la première étape, comment ça se passe? C'est que la première étape, le client, il va d'abord initialiser c'est la phase d'initialisation dans laquelle il va d'abord établir une connexion vers le serveur MCP. Et quand il va établir une connexion vers MCP, eh bien le serveur MCP va générer une session. Donc il va créer un numéro de session pour cette connexion. Et ce numéro de session va être envoyé ici, donc on le voit bien ici, le numéro de la session. Ici. Il y a une session qui va être envoyée vers le client. Et cette session-là va être utilisée par le client pour d'abord initialiser la requête, initialiser la communication. Donc c'est une requête d'initialisation, il contient un objet JSON qui a un format bien déterminé que vous allez voir. Et une fois qu'il est initialisé, donc il y a une réponse à l'initialisation, comme quoi le serveur est initialisé, la communication était initialisée. Et après, par la suite, il y a une fois que le client reçoit un message comme quoi, c'est-à-dire la communication elle est initialisée, avant de commencer les appels aux fonctions, il va d'abord envoyer une notification. Bon, c'est une notification comme quoi, en fait, le client va demander au serveur, c'est bon, tout est OK. Et après, par la suite, on va passer à l'étape de ce qu'on appelle Operation Phase. Et dans l'étape Operation Phase, donc nous allons... donc vous voyez ici d'ailleurs avec... j'ai fait des captures écran. Avec Postman, il suffit d'envoyer une requête avec GET vers le endpoint. Et une fois que vous faites ça, vous allez établir une connexion de type SSI et après vous allez voir une réponse dans laquelle vous allez recevoir ça. Vous allez recevoir le numéro de la session. Alors ici donc, c'est-à-dire que si vous voulez communiquer par la suite, la suite de la communication va se faire via ce endpoint mcp/message point d'interrogation session id égale à ça. Donc ce qui fait que l'étape suivante,
Donc l'étape suivante, l'initialisation. Alors pour faire l'initialisation, il va falloir envoyer une requête avec post. Donc vous allez envoyer une requête avec post vers localhost, donc ça c'est votre serveur, MCP message, et vous envoyez la session qui a été créée. Donc je rappelle que MCP, il fonctionne en mode stateful, c'est-à-dire c'est une connexion permanente. Donc ce qui fait, une fois que vous êtes connecté, il y a une session qui est créée. Et donc, quand vous envoyez cette requête avec post, il faut envoyer donc le payload. Donc, c'est-à-dire dans le corps de la requête, il faut envoyer ce message-là. Alors, ce message-là, donc, il doit respecter ça. Donc, JSON RPC, la version. La méthode. Alors, quelle est la méthode qu'on va appeler? La méthode s'appelle initialize. Donc, c'est-à-dire, vous allez demander au serveur, initialise-toi, initialise cette conversation. Et les paramètres qu'on va envoyer sont d'abord la version du protocole. Ici, par exemple, je lui demande, j'utilise la version 2024 11.5, etc. Et puis, donc, vous avez un certain nombre de paramètres. Par exemple, list change true, quoi d'autre, get info, etc. Bon, ça, c'est ce message-là, vous pouvez le voir dans la documentation du protocole, ici. Dans les spécifications, ici, vous avez life cycle. Et vous pouvez voir ça exactement. J'ai fait copier-coller ce message-là. Donc ça, c'est le message d'initialisation. C'est-à-dire, si vous voulez, le protocole, le client MCP, dès qu'il établit la connexion, il reçoit le numéro de la session. La première des choses qu'il fait, c'est qu'il envoie une requête HTTP avec post qui contient ce message pour l'initialisation. Une fois que, et bien après, donc ici, donc vous envoyez la requête, mais vous allez recevoir la réponse en format server send message. C'est-à-dire, vous n'allez pas recevoir la réponse dans cette fenêtre, vous allez la recevoir ici, parce que c'est là on a établi une connexion. Cette connexion, elle est permanente dans cette fenêtre-là. Dès que le serveur envoie un message, vous allez le voir ici. Donc, c'est-à-dire les messages, ici, donc les messages que vous allez recevoir, on peut les voir ici. Donc, c'est ce message-là qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Ici, donc, il vous envoie comme quoi, voilà, c'est bien la version 2.0, voilà. Il se peut, par exemple, que le client utilise une version plus récente et après, le serveur va lui dire, voilà, moi, j'utilise cette version-là. Donc, le client, il est obligé de connaître la version que le serveur utilise. Et puis, donc, dans la configuration, maintenant, de votre serveur MCP, vous avez un tas de paramètres, par exemple, list changed de prompt égale à true. List changed de resources égale à true. List changed de tools égale à true. Ça veut dire quoi? Vous savez, ça je ne l'ai pas fait dans la configuration, mais c'est ce qui est fait par défaut. Ici dans le fichier Application Properties. Alors si vous prenez les propriétés ici, c'est pas SSI, c'est voilà. Alors ici donc vous voyez notification, par exemple prompt change notification égale à true. La même chose, tools change notification true. Ça c'est des valeurs par défaut. Et la même chose pour les ressources. Alors par défaut c'est true. Pourquoi? Ça veut dire tout simplement, c'est juste une façon que le serveur va dire au client MCP, si jamais la liste des tools va changer chez moi, je vais t'envoyer une notification. C'est-à-dire que le client il est informé. Si jamais la liste des prompts change chez moi, je t'envoie une notification. Donc c'est ça la signification de ce qu'on voit ici. Bon, donc vous avez ici le nom du serveur, donc ça c'est des choses que vous allez recevoir. Donc ça c'est la partie initialisation. Donc une fois qu'on fait l'initialisation, vous recevez donc la réponse, elle est là, c'est celle-là. Et puis il reste cette notification côté client. Alors cette notification côté client, ça doit être une requête avec post vers ce endpoint avec la session qui vous a été fournie. Et dans le corps de la requête, c'est un objet JSON qui contient tout simplement cette méthode. Il s'agit de faire appel à une méthode du serveur MCP qui s'appelle notifications initialized. Donc c'est une façon que le client MCP informe le serveur comme quoi c'est bon, ça y est, on est d'accord.
Donc, et après, on passe vers l'étape suivante, c'est Operation plutôt phase. C'est-à-dire, c'est là on va commencer à faire appel aux opérations, c'est-à-dire les tools qui sont exposés. Alors pour cela, donc pour appeler, si maintenant, généralement, le client MCP, il appelle une opération d'abord qui s'appelle tools list. C'est-à-dire, il a besoin d'abord de savoir la liste des tools. C'est-à-dire, le client, il a besoin il va demander au serveur, donne-moi la liste des tools. Alors ça, c'est très important parce que dans notre architecture, vous voyez bien, c'est-à-dire notre client MCP, à un moment donné, il envoie une requête, il va demander, je veux la liste des tools, il reçoit la liste des tools. Donc c'est-à-dire que ici, le client MCP, il connaît déjà la liste des tools dont il dispose. Pourquoi? Parce que quand il va poser la question au LLM, il a besoin de lui donner, voilà les tools dont je dispose. Donc, c'est-à-dire dans la phase d'initialisation, c'est-à-dire juste après la phase d'initialisation, le client MCP demande au serveur MCP, donne-moi la liste des tools. Ça se fait comme ça. Voilà, l'opération tools list. Donc, c'est une requête avec post qui se fait vers le même endpoint dans lequel il faut envoyer ce message-là. C'est ici, c'est méthode tools list, et après, donc, vous spécifiez un identifiant quelconque. C'est ID égale à 1, peu importe. Alors, et après la réponse. Donc, vous allez recevoir la réponse au format JSON, sous forme d'un message SSI, dans lequel vous allez voir le résultat, les tools. Vous voyez, donc, il y a un tool. Il y a, par exemple, dans cette capture écran, il y a par exemple une fonction qui s'appelle multiply numbers. Ici, les paramètres, il y a N1 qui est de type double, N2 qui est de type double, et voilà, donc ici les deux paramètres sont obligatoires. Donc forcément ici nous avons le schéma de notre fonction. C'est en quelque sorte c'est l'interface du serveur MCP, la description des services ou bien des tools qui sont offerts par MCP Server. Et après, vous avez une autre fonction, etc. Alors, dans notre cas, ce ne sera pas ces méthodes-là, ce sera autre chose. Donc, après cette phase-là, vient la phase de comment appeler maintenant une fonction. Par exemple, si je veux appeler, par exemple, la fonction add numbers ou bien multiply numbers, ben, le client MCP, il envoie la même chose, une requête avec post, avec vers le même endpoint. Ici, le corps de la requête, c'est la méthode, c'est tools call. Et cette fois-ci, je vais appeler une opération qui s'appelle add numbers. Donc ça, c'est une fonction qui s'appelle add numbers avec les arguments n1 égale, n2 égale. J'envoie cette requête et je reçois la réponse sous forme d'un message SSI dans lequel je vois ici le résultat. Et je vois bien le type de résultat, c'est du texte. Et la valeur, c'est ce que je vois ici. Alors, je pense que ça, c'est... vous voyez tout à l'heure. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Le fait d'utiliser ici MCP dans Postman, ça facilite beaucoup le travail parce que finalement, il vous donne dès le départ la liste. Vous cliquez sur la liste, vous saisissez les paramètres et vous testez. Alors ça, c'est très utile. Mais à mon avis, bon, c'est-à-dire cette interface-là ne vous aide pas à comprendre comment fonctionne le protocole lui-même. Mais si vous voulez comprendre comment fonctionne le protocole, il vaudrait mieux le faire au moins une fois en utilisant de simples requêtes HTTP, comme je viens de vous montrer ici. Ben, c'est exactement ce que je vais faire avant de passer au client. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais utiliser une requête avec get vers HTTP. Le port c'est 99/SSI. Donc je vais établir une connexion. Vous voyez, donc la connexion est établie. Il me donne le numéro de la session. Je vais la prendre ici avec son endpoint. Et puis je vais commencer la phase d'initialisation. Et pour commencer la phase d'initialisation, je laisse cette fenêtre là et je vais vers une autre fenêtre. Cette fois-ci, je vais envoyer une requête avec post vers HTTP localhost 8889
slash ça, slash MCP, c'est-à-dire slash la session message slash session ID. Mais sauf que ici, donc il faut envoyer dans le corps de la requête, il faut envoyer on va dire un objet JSON qui contient ce format-là, qui respecte ce format JSON RPC. Alors ce format-là, il est là. Donc je reviens vers la documentation. C'est bien ça. Copier. Donc je le mets ici. Donc ça c'est l'initialisation envoyée. Alors regardez, quand j'envoie ça, je vois ici, non 404, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est post, voilà. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Donc il faut envoyer une requête avec post. Voilà, vous voyez ici il y a 200. Mais je vois pas de ici je vois pas la réponse parce que la réponse vous devrez l'avoir ici. Si vous revenez vers cette phase, vous voyez donc il y a un message qui a été reçu. C'est ce message là, c'est-à-dire c'est voilà, c'est la réponse de l'initialisation. Ça c'est les informations que je vous ai montrées tout à l'heure. Oui. C'est bien ça. Voilà. Donc vous voyez, donc j'envoie un post, je vois ce message, mais de l'autre côté je reçois, le client il reçoit c'est du streaming, c'est-à-dire à chaque j'envoie une requête, il ne s'agit pas de request response, j'envoie une requête, j'envoie un message et après le serveur me répond avec un ou deux messages. Donc l'essentiel c'est que je reçois ici un message. Alors c'est ce que j'ai vérifié ici. La troisième étape c'est de faire la notification. Donc ici la troisième étape c'est d'envoyer un post vers le même endpoint. C'est post vers la même session toujours, mais cette fois-ci avec un message. Alors le message c'est celui-là. Donc ça c'est la réponse et ça c'est la notification de l'initialisation, comme quoi tout va bien. Alors ici je vais mettre un message comme ça, j'envoie le post et là je vois ici la même chose. Donc je reviens là et je voyais un autre message qui était reçu, oui, et je vois ce message. Voilà, ça c'est pour l'initialisation. Non, c'est faux ce que je viens de dire, parce qu'en fait cette étape là il n'y a pas de réponse, c'est une notification. Oui, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire il s'agit d'une notification, c'est-à-dire le client envoie, il informe que tu es OK et c'est tout. Donc il n'y a pas de retour. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure ici il n'y a pas de retour, hein. C'est juste une notification. Ce que je vous ai montré ici, donc c'est l'ancien message qui a été envoyé pendant l'initialisation. Alors maintenant on passe à l'étape suivante. Donc je prends toujours la même requête, la même URL. Je vais lui demander donne-moi la liste des tools. Toujours c'est un post, sauf que cette fois-ci donc ça va être une méthode. Alors on va rédiger ça. Donc le message c'est ça. Donc d'abord JSON RPC méthode tools list. Donc c'est-à-dire c'est comme ce message là. Je prends ce message. Sauf que la méthode ici ça va être tools list. Je vais un peu agrandir ça. Tools list, et après vous ajoutez un identifiant qui est obligatoire. Si vous mettez un send. Alors maintenant on va regarder côté
ici, là, on a établi, c'est-à-dire là, on a envoyé la requête get, ici. Et je vois le message qui est reçu. Et à travers ce message-là, je peux bien voir la liste des tools. Voilà, il me dit qui sont les tools. Il y a get stock by name. Voilà, donc ici, il reçoit un paramètre qui s'appelle name. Je vois get all companies, je vois get company by name, etc. Voilà. Alors, donc vous voyez, donc ça, tout ça, c'est des choses qui se font au démarrage. C'est-à-dire ce que je vous ai montré ici, c'est-à-dire au démarrage, dès que le client se connecte, il envoie, il établit la connexion, il reçoit la session, il va initialiser, il reçoit un message d'initialisation, le client envoie la notification, et juste après, il demande la liste des tools. Et comme il demande la liste des tools, il demande également la liste des prompts et la liste des ressources. Parce qu'en fait, comme je disais, il n'y a pas que les tools qui sont exposés via MCP, il y a également les prompts et les ressources. Et après, on va commencer tout ça, c'est quelque chose qui se fait au démarrage. Alors après, maintenant, le client va appeler les tools en fonction du contexte. Alors pour faire appel à un tool, donc on va faire la même chose ici. Je prends la même requête. Je fais juste dupliquer ça. Donc j'envoie la requête. Cette fois-ci dans body, donc je vais l'appeler. Alors la requête, donc la méthode c'est tools, et après les paramètres, il y a name et argument. Voilà, dans les paramètres, il y a name, le nom de la méthode, et là l'argument c'est un objet qui contient la liste des arguments. C'est-à-dire dans notre cas ici, donc je vais ici changer, donc je vais l'appeler call tools call. Ici donc params, deux points, c'est un objet dans lequel il y a name, c'est le nom de l'opération. Alors l'opération s'appelle par exemple get all companies, et après les arguments. Alors les arguments, c'est un objet. Dans notre cas ici, il n'y a pas d'argument. Là pour get all companies, mais sinon si vous mettez par exemple get company by company by name, alors ici il faut envoyer l'argument name. Name par exemple OCP. Ça c'est plus intéressant quoi. Donc ici vous mettez virgule ID 2.1. Voilà, j'envoie la requête. Je reçois la réponse et je vois bien que la méthode a été appelée. Le contenu de la réponse il est de type texte, il y a name, OCP, l'activité c'est extraction minière, je vois turnover, je vois employee count et je vois country. Donc voilà, alors ça c'est intéressant. Alors bon, à mon avis, bon, vous voyez ici c'est une étape qui me semble très importante, d'abord pour comprendre le protocole, comment il fonctionne. Donc on vient de créer donc un serveur ici MCP et nous venons donc de tester ça avec Postman. Alors pour tester avec Postman, vous avez deux façons de faire. Comme je disais, la première façon, c'est celle sans doute que vous allez utiliser, c'est la plus rapide. C'est directement de dire je ne vais pas utiliser HTTP, je demande Postman d'utiliser MCP, mais il va falloir que vous ayez la dernière version de Postman. Ou je vais utiliser MCP et après vous faites vous spécifiez le endpoint, vous faites ça, hop, vous voyez toutes les étapes que je viens de faire tout à l'heure, il les a faites, il a récupéré la liste des tools. Par exemple ici get company by name, il sait que pour cette méthode là nous avons besoin de spécifier name, je tape OCP, j'envoie la requête run et je vois ici la réponse. Alors la même chose ici, donc je vais mettre get all companies, je vois la liste des companies. Get stock, c'est déjà fait. Get company by name, OCP.
Voilà. Alors vous voyez donc c'est encore déjà ici, c'est même une façon de remplacer les web services. C'est-à-dire parce qu'en fait MCP, MCP c'est un web service en réalité. Donc j'avais déjà l'occasion de parler des différentes générations du web service, en passant via SOAP, après il y a REST, après il y a GraphQL, après il y a gRPC, et maintenant la 5e génération du web service c'est MCP. Donc c'est un web service, mais sauf que on va pas l'appeler web service parce qu'il y a deux façons pour c'est-à-dire consommer un serveur MCP, soit via HTTP, soit via standard output. Donc ce qui fait que mais quand on est dans le streaming HTTP, donc on peut l'appeler un web service parce qu'en fait c'est à peu près les mêmes fonctionnalités d'un web service, sauf que ici donc il utilise la notion, c'est un web service avec du streaming. C'est d'ailleurs gRPC il fait la même chose parce qu'en fait sauf que gRPC lui il utilise une communication bidirectionnelle, c'est-à-dire la communication se fait de manière permanente dans les deux sens. Alors ici donc j'envoie une requête et je reçois un stream en utilisant server-side event. Donc ça c'est du HTTP 1.1 classique, c'est pas du HTTP 2, mais ça marche, donc c'est plus simple. Donc ce qui fait que c'est vraiment intéressant comme protocole à intégrer au sein des applications. Alors ça c'est la première partie. Alors maintenant on va passer au client. J'ai perdu les... Voilà. Alors, donc je pense que jusque-là, cette démo, donc, il est suffisante pour comprendre d'abord avec Spring comment mettre en place un serveur MCP et comment tester un serveur MCP. Alors maintenant, je vais créer d'abord un client MCP, voir comment maintenant mon client avec un LLM, comment on va profiter bien sûr de ce serveur MCP. Et par la suite, je vais ajouter un autre serveur MCP avec Python. Et je vais ajouter un autre serveur MCP basé sur Node.js. Ça permet donc d'intégrer tout ça dans la même application. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors en tout cas, donc je reviens vers le client ici. Ah, le client, je l'ai appelé démo. Ben, je vais recréer un autre projet comme ça, module. Donc ça c'est MCP client. Donc, je rappelle, donc notre MCP client c'est un projet Spring. Donc, MCP client. Donc c'est un projet Spring Maven. Voilà. Alors on aura besoin d'utiliser donc Spring, voilà, c'est d'abord MCP client. Ok. On aura besoin d'utiliser Spring Web. Je suis pas sûr que c'est intégré dans MCP client, c'est possible. On aura besoin d'utiliser donc des LLMs. Donc dans notre cas, on va utiliser l'API OpenAI. On va utiliser le LLM Llama. Également, je vais utiliser Claude. Alors, ça dépend de... Voilà, Claude. Je peux ajouter, par exemple, Google. De toute façon, vous pouvez tester avec n'importe quel LLM, ça va marcher. Juste les LLM qui supportent les tools. Donc, je répète. Alors, je crée le projet. Alors, ici, donc, je n'ai pas besoin d'ajouter autre chose. Bon, c'est pas grave. Alors, MCP Client, c'est un projet Maven, il est là. Alors, pour le client MCP, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, nous allons configurer notre client MCP. Alors, Spring
I MCP client. Alors, on va spécifier d'abord ici les connexions. Donc, le type 6.5. Bon, je vais garder ça. Spring et I MCP client, les connexions. Alors, pour les connexions, je peux établir des connexions vers plusieurs serveurs. Et c'est ici. Vous voyez, donc, je dois établir maintenant une connexion. Au démarrage, je dois établir une connexion vers ce endpoint, celui-là. Donc, ce qui fait que ici, donc, je dois mettre le nom du serveur. Je l'appelle serveur 1, peu importe ici. Vous pouvez l'appeler serveur 1, 2, etc. Ou Spring Server ou MCP Server. Bon, ça, c'est le nom. Et après, point, et c'est endpoint. Alors, dans mon cas, ça va être, c'est HTTP, localhost. Le port, c'est 88.89/SSI. Donc, vous voyez ici. Donc, si vous avez un autre serveur qui expose des tools, par exemple, par la suite, vous avez un autre serveur développé avec Python, ben vous faites la même chose ici. Sauf que ici, vous mettez serveur 2, 3, 4, etc. Donc, ça marche. Alors, pour le moment, nous avons un seul. Et je vais juste spécifier serveur port. Alors, je vais utiliser donc 8066. Ça, c'est notre client. Alors, sauf que le problème maintenant, c'est que ici, nous avons... Alors, nous avons... ici, voilà. Nous avons en fait plusieurs modèles. Anthropic, Ollama et OpenAI. Alors, pour le moment, on va garder qu'un seul. Parce qu'en fait, il y a l'autoconfiguration par défaut qui va utiliser l'un ou l'autre. Donc ici, on ne va pas les utiliser en même temps. Donc c'est pour cela que je vais mettre pour le moment celui-là en commentaire. Block comment. Je vais mettre celui-là également en commentaire. Et je vais garder que pour le moment Anthropic. Je vais garder, mais après je vais changer vers Ollama et après on active, on désactive et après vous allez voir que l'application va fonctionner. Alors ici donc comme Anthropic ça nécessite de spécifier donc quel modèle. Donc ici donc je vais utiliser Spring AI Anthropic. Alors chat option model. Alors quel modèle que je vais utiliser? Je vais utiliser Claude Sonnet. Je vais utiliser la version 4, la dernière version. Alors ici, je vais regarder ça. Ici. Alors ça c'est le client, oui. Alors, je vais utiliser donc donc je vais utiliser donc d'abord le modèle, c'est Claude Sonnet 4, celui-là. Donc il me faut une clé d'API, donc il vous faut une clé. Donc si vous l'avez pas, donc il va falloir changer vous utilisez Llama. Donc je vais vous montrer tout à l'heure avec Llama qui est open source avec Ollama. Et je pense que c'est tout. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va tester si on arrive c'est-à-dire si notre client MCP se connecte bien au serveur. Alors pour cela, je vais créer une méthode, un command line runner, juste command line runner. Si je vais utiliser un bin pour que cette méthode s'exécute au démarrage, et puis je vais injecter un bin. Alors je me rappelle pas, je devrais l'avoir ici.
Voilà, c'est liste MCP5 clients. Alors je vais injecter la liste de MCP5 clients. MCP5 client. Ça c'est clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que mon client, dès qu'il démarre, il va se connecter vers le serveur MCP. Vous voyez donc, il fait tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il se connecte et il demande à la fin la liste des tools et après, il reçoit la liste des tools. C'est-à-dire, je dispose déjà, la liste de ces tools-là, je les ai déjà ici. Donc, je vais ici devoir les afficher pour voir est-ce que j'arrive à les avoir. Alors, pour cela, je vais juste utiliser clients for each. Donc, je peux avoir plusieurs clients, c'est-à-dire plusieurs serveurs MCP. Pour chaque client, je vais il faut mettre, comme c'est un command line runner, il faut d'abord retourner une fonction. D'abord, c'est à l'intérieur de laquelle on va mettre ça. Alors, pour chaque client, je vais utiliser client. Alors ici, call list tools. Donc si vous voyez, donc si vous voulez la liste des tools ou bien liste prompts, etc., vous avez des méthodes comme ça. Alors la liste des tools. Alors la liste des tools, donc je fais for each également. La liste des tools, c'est une liste. For each, pour chaque tool, je voudrais afficher les informations sur le tool. Comme par exemple tool.name. Alors je vais afficher name et la description. Alors tool.getDescription, également la liste des arguments input data, c'est un schéma en JSON. Alors on va démarrer pour tester. On va juste voir au démarrage qu'est-ce qui va se passer. Alors il y a une exception, et voilà, l'URL n'est pas bonne. Voilà. Alors l'URL que j'ai tapé n'est pas bonne ici. Oui, il faut pas mettre le endpoint parce que le endpoint il faut l'ajouter comme voilà, c'est bien ça, c'est comme paramètre. C'est pour cela que ça va pas marcher. Alors ici, donc on va pas mettre ici ce, donc on va mettre juste ici le endpoint et après on va ajouter le endpoint. Voilà, point ici sur endpoint, donc c'est slash SSI. Alors ça c'est non, ça c'est pas endpoint, ça c'est l'URL. Voilà, ça c'est l'URL et ça c'est le endpoint. Alors j'exécute. Alors vous voyez ici, donc j'arrive bien à voir ça. Je vois bien que j'ai un tool qui s'appelle get company by name. La description, ça c'est la description. Comme on n'a pas utilisé la notation description, donc il se trouve que la description porte le même nom que la méthode. Et après l'input, je voyais bien, je vois ici name de type string. Voilà. Et là get all companies. Et je vois ici get company by name. Alors ça veut dire que ça c'est juste un test pour dire donc je connais déjà c'est-à-dire mon client il arrive bien à avoir la liste des tools qui sont exposés par le serveur. Alors après, si vous voulez faire appel à un tool particulier, donc je vais faire ça. Je vais prendre par exemple ici, je vais prendre clients. Une fois que je termine ma boucle, je vais faire clients.get0, le premier client. Parce que ici nous avons un seul client, parce que nous avons un seul serveur MCP. Et je vais faire call tool. Je vais appeler un tool. New, j'appelle un objet, je vais créer un objet de type call tool request. Alors call to request, il faut spécifier name et la liste des paramètres. Alors le nom,
le nom de la fonction. Par exemple, ici je vais l'appeler get company by name. Et les paramètres, c'est un objet JSON. Alors ici, donc je vais mettre ici un string args égale, et vous mettez un objet JSON qui contient les paramètres. Alors dans mon cas ici, il y a name, le paramètre name, la valeur par exemple c'est OCP. Voilà. C'est pas args params. Args, je l'ai déjà utilisé ici. Alors ici donc je vais mettre params. Alors je fais ça et je vais récupérer une variable result. Alors c'est call, comme ça on voit les choses. Donc j'ai le résultat et après je vais afficher le résultat. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le résultat? Le content. Alors si vous voulez le contenu, ça va contenir, vous voyez à la fin, il y a une exception. Alors il y a quelque chose, get company by name, donc je pense que ça a l'air d'aller comme ça. Alors je vais juste m'assurer pour ne pas trop tarder. C'est bien d'avoir déjà fait ça avant. Alors ici donc c'est call tool request. Là ça devrait marcher. Alors donc ça c'est le paramètre, c'est un objet JSON name. La valeur c'est OCP. Ah oui, j'ai pas fermé ça, c'est bien ça. Donc ça c'est une chaîne de caractères. Alors je vois bien ici la réponse. Vous voyez ici donc je vois le contenu. Ici name c'est OCP, je vois l'activité. Je vois c'est l'extraction minière, je vois turnover, je vois etc. Donc c'est-à-dire j'arrive à voir ça. Après, donc si vous voulez vraiment récupérer que ça, le contenu, parce que ici text content, ce qui m'intéresse c'est l'attribut texte. Mais sauf que ici, donc si vous cherchez, si vous mettez texte, vous n'allez pas en fait trouver. Alors ça c'est un objet de type get first, get 0 parce que c'est un tableau. Vous voyez donc c'est un tableau, ça peut être plusieurs messages. Point, il y a le type. Alors le type ça va vous afficher texte. Oui, donc j'affiche le type texte mais je ne vois pas le texte lui-même. Donc c'est pour cela je vais faire ici une variable. Donc get 0 ça me donne un objet de type content. Après je vais faire un test. If content si c'est une instance de text content. C'est mon cas ici, donc si le contenu c'est du texte, je fais un cast vers text content. Oui, c'est ça. Donc ce content là, il faut faire un cast vers text content et vous avez get text. Donc c'est, alors je dois juste séparer ça, comme ça c'est ce qu'on fait. Donc j'ai des étoiles. Voilà, donc ça c'est je vois bien ici le contenu. Non, je vois pas le type il est égal à texte. Et là je fais ça. Je fais
un cast. Alors je l'appelle text content. Je vais afficher ce text content là. Get text. Oui, ça marche. Je sais pas pourquoi tout à l'heure ça n'a pas marché quand je l'ai fait en une seule ligne. Bon, je sais pas ce que j'ai raté, mais en tout cas, je vois ici donc je récupère l'objet texte ici. Bon bref, donc ce test là, bon c'est pas ce qui nous intéresse. Donc c'est juste pour vous montrer maintenant avec ça c'est avec Spring AI, vous pouvez toujours avoir Spring AI dispose de la liste des clients MCP. Et il a déjà les tools, il sait déjà comment faire appel aux tools. Alors ici, donc, c'est pas à nous de faire ça en réalité pour notre application. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de comment le client va interagir avec le serveur. Alors, je laisse ça et maintenant, je vais créer mon service AI. Donc, je vais créer un service que je vais appeler AI Service ou bien AI Agent. On va créer l'agent AI. Alors les AI agents, donc ici donc je vais utiliser, c'est un service qui va s'instancier au démarrage. Alors j'ai besoin de communiquer avec un LLM, donc en utilisant chat client, ça c'est Spring AI. Je fais l'injection des dépendances via le constructeur. Je passe via builder et là j'utilise .build. Alors sauf que ici on va configurer. Donc ici pour le moment ça c'est un client, un agent classique qui contient une méthode ask par exemple LLM. Il reçoit une requête query et il va donner la réponse. Ça c'est string. Alors pour donner la réponse, il va tout simplement faire appel à chat client prompt user. Ça c'est user prompt, c'est query. Et j'appelle .content, .content. Donc je récupère. Donc là je suis en train de faire exactement ce que vous voyez ici. Normalement si je donne une requête, à l'agent, à la fonction ask LLM, l'agent il va tout simplement envoyer bêtement comme ça la requête ici vers le LLM et après il va recevoir une réponse et après on va donner la réponse à l'utilisateur. Alors mais c'est pas ce que je veux. Je vais lui demander répond à cette question mais en utilisant ces tools. Donc c'est-à-dire que le client, l'agent, on a besoin de lui donner la liste des tools. OK? Et on a besoin de lui donner un système prompt. Et on a besoin de lui donner, l'agent a besoin d'une mémoire. Donc tout ça, c'est ce qu'on va essayer donc d'attacher à l'agent comme ça. Ici donc je vais utiliser point. D'abord pour les tools, donc je vais utiliser default tool callbacks. Et ici il suffit d'injecter un objet de type méthode. Voilà, c'est méthode tool callback provider. Voilà. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors c'est tool callback provider. C'est tool callback provider. Alors tool callback provider, donc vous injectez. Alors, en fait, tool callback provider, ben, c'est-à-dire c'est un objet qui contient déjà la liste des tools. C'est exactement ce qu'on est en train d'explorer ici. Donc c'est-à-dire nous sommes en train de récupérer, on aurait pu récupérer l'objet tool callback provider et après on récupère la liste de. Donc c'est-à-dire c'est un objet qui contient déjà les tools qui sont exposés à ce client. Donc ici donc je vais utiliser tout simplement tool callback provider. Et donc notre client AI ici, vous voyez, ça c'est notre
client AI, il utilise tout le callback provider qui va forcément explorer, utiliser MCP client, et après il a déjà la liste des tools ici. Et puis donc si vous voulez, on va ajouter un system message, default system message, parce qu'un prompt il a un system message. Alors dans notre cas, ça va être par exemple, on va lui dire answer de user question, query question using provided tools. Voilà. Donc pour nous, donc le prompt qui va vers l'agent, tout simplement, il commence toujours par répondre à cette question de l'utilisateur en utilisant la liste des tools. Donc ça c'est system message. Donc la liste des tools, le schéma des tools, il est envoyé par le client. Et donc voilà, donc nous avons créé l'agent. Alors maintenant on va juste le tester via un REST controller. Donc ici, donc je vais juste changer le package parce que ici c'est pas quand même. Donc je vais mettre ici agents. Je vais créer le package, comme ça je vais déplacer l'agent ici. Et là je vais créer un contrôleur, un package controllers, dans lequel je vais créer quoi, je vais l'appeler AI controller. AI REST controller. Alors ici c'est un REST controller. Cette fois-ci on a besoin d'utiliser l'agent. Donc c'est AI agent. Voilà, on va l'injecter. Et puis on va créer une méthode qui permet de faire un chat qui retourne un string. Chat, il reçoit une question query. Ici, on va retourner tout simplement c'est AI agent. C'est agent. Et j'appelle la méthode askLLM query. C'est tout. Donc vous voyez, donc notre contrôleur il utilise l'agent. Et là on a respecté ça. Donc vous voyez, donc ici on a créé le contrôleur qui est lié à un agent. L'agent lui qui va faire tout ça pour communiquer avec le LLM. Alors maintenant il me faut juste la clé OpenAI parce que ici j'ai une c'est pas OpenAI, c'est une clé de Claude. Alors j'ai une clé que j'ai copiée ici dans l'environnement. Voilà. Parce que sinon ça va pas marcher. Alors je reviens ici. Alors pour ne pas copier, parce que c'est des mauvaises pratiques, je peux mettre la clé directement ici. Au lieu de faire ça, donc vous allez vers votre environnement et vous ajoutez les variables d'environnement. Si vous ajoutez, voilà, les variables d'environnement, et dans les variables d'environnement, vous mettez la variable ici. Oui, donc je mets la variable Claude API key, donc ça c'est la variable d'environnement, et la valeur de la clé elle est là. Alors si vous avez bien sûr un accès à Claude, vous faites. Si vous avez un accès à OpenAI, vous utilisez la clé OpenAI. De toute façon, je vais travailler maintenant avec Claude et après je vais changer vers Ollama, comme ça vous pouvez voir les deux ou les trois, ça change rien. Alors ça c'est bon. Alors juste pour tester, on a besoin d'un front-end, mais le front-end je vais pas passer beaucoup de temps parce que je vais demander à Claude de me générer un front-end rapidement. Mais je vais tester quand même mon back-end déjà parce que le plus important pour nous c'est ce back-end. Alors pour tester ce back-end, j'ai besoin d'ajouter la documentation Swagger. Ici donc Spring Boot Open
API. Donc ici, je vais juste ajouter la documentation Swagger comme dépendance. Ça me permet de tester facilement ça. Alors ça c'est POM XML. Actualiser. Voilà. Alors je redémarre mon client. Et on va essayer de le tester. Le port dans notre client c'est 80, 86, 80, 66. Alors 80, 66, localhost 80, 66 slash Swagger UI. Normalement, vous pouvez tester directement ici, mais j'ai pas, je pense que j'ai oublié quelque chose d'important. Mon contrôleur, il lui manque quelque chose. Mais si c'est le get mapping, bien sûr. Alors ici, je vais l'appeler chat. Donc vous pouvez dire par exemple query, ici chat, point d'interrogation, query égale, je vais lui dire liste des entreprises, liste entreprises. Alors ici donc, qu'est-ce qui se passe? Alors à un moment donné, je vais avoir la liste des entreprises. Voilà, ça marche. Alors vous voyez donc, je vois la liste des entreprises, j'ai Maroc Télécom, j'ai le chiffre d'affaires. Donc chaque entreprise, j'ai ici donc c'est pas très lisible parce que il faut afficher ça en format markdown. C'est bon, ça marche. Ou bien par exemple information sur l'entreprise. Je veux information sur l'entreprise en CP. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est que maintenant... Alors, ce qui se passe, c'est que ici, donc, j'envoie une requête contrôleur. Le contrôleur pose la question à l'agent. Ben, l'agent, il utilise système message. Il va poser le prompt. Il va demander à Claude, réponds-moi à cette question en utilisant la liste des tools. C'est-à-dire Claude, il connaît déjà la liste des tools parce que là, ils sont là. Et après, Claude, il va déterminer quel est le tool qu'il va appeler. Il appelle bien sûr le bon tool. Vous voyez. Donc, il appelle le bon tool. Ici, donc, le client MCP, il envoie une requête vers le serveur MCP. C'est le serveur MCP qui va exécuter cette méthode-là. Et après, il va retourner un résultat qui va récupérer, qui va être envoyé comme observation encore à Claude. Et Claude, et après, il vous génère une réponse que vous allez voir ici. Alors, tout ça, c'est... En fait, c'est un résultat. C'est tout simplement la notion des agents AI. Alors, juste pour tester, vous n'êtes pas obligé de passer comme ça. Vous passez via Swagger UI. UI HTML. Alors, vous avez ici get. C'est mieux. Je veux le stock de l'entreprise. Je veux par exemple les informations sur OCP avec son stock. Normalement ici il devrait appeler les deux tools. Il y a un tool qui va donner des informations, un autre qui va donner la valeur de l'action. Alors pour le moment, voilà, ici, vous voyez.
Alors les informations ici, donc je vois le nom, c'est OCP, je vois le secteur d'activité, le chiffre, le nombre d'employés, les informations sur le stock, je vois bien la valeur, le prix, la date de mise à jour. Et ça c'est intéressant. Alors ici donc je vois déjà ici donc je crois qu'on a réglé déjà le problème. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter un autre tool. Cette fois-ci que je ne vais pas développer. C'est le tool tout simplement qui est fourni par ces file system pour ajouter la possibilité de gérer bien sûr les fichiers dans notre projet. Alors comment je vais faire pour déployer? Je vais déployer un autre serveur MCP, mais cette fois-ci en utilisant standard input output. Alors pour le faire c'est très simple, donc je vais utiliser cette configuration. Alors, ça c'est le client. Le client c'est bien ça. C'est bien ça. Alors il suffit de dire au client MCP. Là, on va lui dire, bon, on lui a déjà dit de déployer un client MCP en se basant sur un server send event, c'est-à-dire un serveur MCP. J'ai un autre serveur MCP dans la configuration. Donc Spring AI Client, vous voyez, donc cette fois-ci ce n'est pas SSI, c'est Standard Input Output. Mais la configuration de ce serveur-là se trouve dans un fichier que je vais créer, qui devrait se trouver dans le class path qui s'appelle MCP Server JSON. Alors MCP Server JSON, c'est le même fichier qu'on avait utilisé dans Claude, si vous vous rappelez. C'est ce fichier-là. Copier. Alors vous pouvez le taper, la structure elle est très simple. Alors ici, je vais le mettre dans le dossier ressources. Voilà. Alors pour le moment, je vais supprimer ça parce que j'ai pas encore créé la partie Python. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Non, il y en a accolade en plus. Alors donc le fichier pour le moment, il va je demande au client MCP, déploie-moi un serveur MCP au démarrage. Ce serveur MCP, je voudrais l'appeler file system. La commande c'est npx parce que c'est du Node.js. Donc je demande à mon application Java au démarrage, utilise npx pour démarrer une application, un serveur MCP. Et bien dans les arguments, c'est quoi? C'est déjà le serveur MCP. Donc ici, donc ça c'est un serveur MCP qui va être téléchargé. Alors si vous regardez dans le site de Claude, plutôt MCP Model Context Protocol, vous allez trouver la liste des tools. Alors il devrait être trouvé quelque part ici. Alors Quick Start Tools, voilà, je vois. Vous voyez donc la liste des tools, il y a plein de tools. Alors ici donc on vous montre comment configurer les tools. Et ici donc là ça doit être ça. Exemple de serveur. Oui, ici donc file system par exemple, vous avez fiche, memory, vous avez plein de communiquer avec GitHub, communiquer avec Slack. Bon, en tout cas, donc vous avez plein de tools. Alors moi je vais utiliser ce tool là, ce file system. Donc, vous voyez donc il vous donne déjà il contient beaucoup de méthodes. Get file info, list load directories, etc. Et voilà comment le déployer. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça. Alors c'est ce fichier que j'ai fait ici. Donc c'est, et après donc je vais lui demander quel est le dossier parce que file system il a besoin de savoir quel est le dossier sur lequel il va travailler. Alors je vais lui demander de travailler sur ce dossier là. Je vais prendre le chemin ici, copy path reference. Je vais lui dire
C'est-à-dire toutes les questions. Quand je vais lui demander de me créer un dossier ou là un fichier, ou bien de me chercher, donc il va me chercher ici. C'est-à-dire ça c'est le dossier de base sur lequel il va travailler. Alors je vais redémarrer le... c'est tout. Donc vous voyez, donc je répète. Ici, vous avez... Je déploie donc un ensemble de serveurs standard input-output dont le déploiement est décrit dans ce fichier-là. Alors ici, classe path, ça veut dire c'est pour cela. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut le mettre dans le dossier ressources. Alors il a démarré. D'ailleurs si vous regardez donc au démarrage, vous allez voir cette fois-ci, regardez. Quand on affiche la liste des tools, je vois beaucoup de tools, search files, ça on l'a pas développé, mais c'est tout, move file, etc. Tous ces tools là, c'est les tools que je suis en train d'afficher au démarrage de l'application ici. Donc je parcours l'ensemble des clients et pour chaque client j'affiche les tools. Alors maintenant, je vais vérifier est-ce que ça marche. Alors je vais vers mon application. Cette fois-ci, je vais lui poser une question. Je vais lui dire combien de fichiers que j'ai dans mon projet. Ça, c'est intéressant. Alors, mon agent, il sait qu'il a un tool système de fichiers. Il va l'utiliser. Il va, le LLM va l'aider à trouver la bonne méthode. Il va appeler la bonne méthode. Et après, il me dit, voilà, il me dit, basé sur l'analyse, donc vous avez ici, j'ai 50 fichiers dans mon projet. La racine, il y a deux fichiers. Vous voyez donc .git, .xml. Ici, le dossier IDEA, le dossier démo, etc. Il me donne même quelques informations. Je vais encore lui demander, crée-moi un dossier. Créer un dossier démo. Alors ici, donc je demande à l'agent, je veux créer un dossier démo. Alors il me dit le dossier démo a été créé. Alors ici, si je regarde ici, vous voyez, j'ai un dossier démo qui a été créé. Attendez. Ah, je pense que j'ai donné un mauvais parce que le dossier démo existe déjà. Voilà. Crée-moi un dossier démo 3. Vous voyez, il est là, il est créé là. Je vais lui demander de m'ajouter un fichier dans le dossier démo 3. Le fichier data.txt dans le dossier démo 3. Ah, il y a une erreur 500. Ici, donc, il n'a pas pu le réaliser. La limite. Alors, ici... Bon, il l'a créé. Il a bien créé le data.txt, mais je ne sais pas pourquoi il a généré cette exception. Ceci, le fichier créé, vous pouvez ajouter. Bon, par défaut, parce que le prompt n'est pas très clair, donc il a ajouté des éléments. Voilà, donc montre-moi le contenu. Le contenu du fichier, etc. Mais le problème maintenant, c'est que c'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce que regardez, si je lui posais quelle est la question? Quelle est la question? Bon, regardez. Comme ça, c'est mieux.
je vais lui dire bonjour, je m'appelle Mohamed. Alors ici, il n'y a pas de tool, il me dit je dispose de plusieurs... Bonjour Mohamed, vous voyez, bonjour Mohamed, et enchanté, je dispose de plusieurs tools, des fonctions pour consulter les informations sur les entreprises, les actions boursières, les outils, lire, écrire, etc. Donc pour le moment, c'est les choses dont il dispose. Mais si je lui pose la question comment je m'appelle, il va me dire je ne te connais pas. Si je lui demande quelle est la question que je t'ai posée tout à l'heure, il ne va pas connaître. Vous voyez, il me dit je ne peux pas savoir comment vous appelez. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que ça, je l'ai déjà dit maintes fois. Donc, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les LLM sont stateless. Donc, un LLM, les LLM sont stateless. Stateless, ça veut dire qu'ils n'ont pas de mémoire. C'est-à-dire, si vous lui posez une question, il vous donne la réponse. La prochaine fois, si vous lui posez une autre question, il ne se rappelle plus de la question avant. Donc le seul moyen pour qu'il puisse se rappeler de la conversation, c'est que dans ce prompt que vous lui envoyez, donc au début vous lui envoyez la première question, après il va vous envoyer la réponse, réponse 1. La prochaine fois, si vous envoyez la prochaine question, vous allez envoyer question 1, réponse 1. Et après question 2. Alors c'est-à-dire que dans le prompt, ici, on va envoyer l'historique, on va envoyer la conversation. C'est-à-dire, je lui dis, tiens, tout à l'heure, je t'ai posé la première question, tu m'as répondu avec ça. Maintenant, je te pose la deuxième question. Là, oui, si vous lui dites comment je m'appelle, il sait que vous appelez Mohamed. La troisième fois, je vais encore, la troisième question, je vais lui dire, la question 1, pour la question 1, tu m'as donné la réponse 1. Pour la question 2, tu m'as donné la réponse 2. La question 3. Donc, c'est-à-dire, quand vous utilisez l'interface de ChatGPT, c'est que c'est l'interface, c'est l'application qui fait ça, qui fait ce travail. Donc, ça veut dire que notre agent, il a besoin de cette mémoire. Donc, c'est ça le rôle de la mémoire. Donc, c'est-à-dire, nous avons besoin d'attribuer une mémoire à l'agent dans laquelle il va stocker les conversations, c'est-à-dire l'historique. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il envoie la requête, on va lui demander d'envoyer avec le prompt l'historique de la requête. Alors, sauf que le problème, c'est que cet historique-là, plus vous avez une conversation qui est longue, plus l'historique devient trop long. Et comme vous savez, les LLM, ils ont une limite de context window qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas envoyer tout l'historique. Donc, ce qui fait que on va demander, créer une mémoire dans laquelle on va lui dire, par exemple, envoie-moi les 10 dernières, voilà, les 10 derniers messages de la conversation. On ne va pas envoyer tous les messages, mais on va envoyer que les 10 derniers ou bien les 20 derniers. Donc, c'est à vous de faire ça. Alors, c'est pour cela, on n'a pas encore fait ça dans notre client, ici. Donc, vous voyez, donc, notre AI agent, notre agent, on va encore lui dire, on va lui attacher une mémoire ici. Donc, on lui a attaché des tools. Maintenant, on va lui attacher des mémoires, c'est Default Advisors. Alors, pour Default Advisors, donc, la façon a changé dans la dernière version. Donc, je vais consulter. Il faut ajouter ça. Donc, il faut mettre Message Chat Memory Advisor. Message Window. Alors, je vais taper ça. Message Chat Memory Advisor. Donc, ici, c'est Message Chat Memory Advisor.build. Normalement, .build. Mais ici, il faut lui transmettre un message Chat Memory Advisor. La même chose, non, c'est parce qu'il existe plusieurs variantes. Message Window,
C'est-à-dire on va envoyer juste une fenêtre de message. Alors, message window. Chat Memory Advisor Builder Build. Alors ici donc j'utilise, mais ici vous pouvez la configurer. Vous dites par exemple ici max messages. Alors vous dites 10 par exemple. C'est-à-dire tu m'envoies que les 10 derniers messages de la conversation. Toujours les 10 derniers questions-réponses de la conversation sont envoyés avec la requête. Et ça c'est une façon de créer une mémoire pour l'agent. Alors par défaut c'est 20. Mais après, donc je pense par défaut c'est 20 max ici. Si vous regardez, voilà, max messages c'est 20. Alors maintenant, nous avons maintenant ajouté une mémoire à notre agent. C'est ce composant qui manquait à l'architecture. Voilà, ici. Voilà. Alors on va tester. Alors maintenant, si je lui demande bonjour, je m'appelle, alors bonjour, je m'appelle Mohamed. Il me dit donc bonjour Mohamed, ravi, etc. etc. Si je lui demande comment je m'appelle, il va me dire tu t'appelles Mohamed. Voilà. Vous appelez Mohamed. Alors pourquoi? Parce que maintenant notre agent il a une mémoire et c'est cette mémoire qu'il va envoyer dans une conversation qu'il a gardée dans sa mémoire qu'il va toujours envoyer avec le prompt. Alors ici donc maintenant ça on se rapproche vraiment d'un vrai bot, c'est-à-dire d'un chatbot. Ici donc je vais lui demander donne-moi la liste des entreprises. Alors pour le moment, côté réponse, j'utilise pas les streaming. Donc ici, donc c'est pour cela que j'attends un moment avant de voir toute la réponse. Autrement, je peux recevoir la réponse au fur et à mesure qu'elle génère. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voilà. Alors donc voilà la liste des entreprises. Alors maintenant, ce que je vais faire avant de créer le client, avant de créer un client, plutôt un front-end, quand même, on a pris du temps. Avant de créer un front-end, je vais ajouter un serveur MCP que je vais créer moi-même cette fois-ci, Python. Alors pour cela, donc j'ai déjà créé un module ici, Python. J'ai un projet ici, MCP. C'est pas ici, c'est voilà. C'est un module basé sur Python. Alors je vais passer sur ligne de commande. Terminal. Alors je vais utiliser UV init pour initialiser le projet. Donc UV. Donc UV init. Alors ça va me créer, vous voyez, donc il me crée par défaut des fichiers. Il me crée un fichier PyProject.toml, donc il déclare les dépendances. Ça c'est UV. Et après je vais lui demander d'ajouter UV add. Je vais installer MCP. Add c'est MCP. Entre crochets CLI. Ça c'est pour installer MCP, la librairie MCP. Il faut la mettre entre double quotes ici. Voilà, donc là il a installé MCP. Et là maintenant je peux créer un serveur MCP. New file. Python file. Que je vais appeler server.py. Alors c'est pas compliqué, donc ici from MCP. Alors juste ici il connaît pas encore le oui, j'ai pas créé l'environnement. Ici il y a un environnement qui a été créé, mais oui, j'aurais dû activer l'environnement. Normalement il fallait faire uv vnv, comme ça il va créer l'environnement. Et après donc pour l'activer il faut utiliser source. Comme j'utilise Mac ici, je vais utiliser source activate. Donc il faut que j'active d'abord cet environnement.
Et après, vous aurez juste besoin de spécifier à votre environnement de ce projet-là. Parce que là, il devrait connaître IntelliJ a besoin de savoir quel environnement que vous utilisez. Alors ça, voilà, c'est module setting. Alors ici, donc, il va falloir spécifier ici, donc il s'agit bien de Python 3.11. Et après, je vais spécifier le chemin parce que là, j'ai un environnement. Je vais chercher directement ici à partir du disque. Je vais chercher le projet, mon projet, où se trouve mon projet. Je retrouve le dossier, le module Python, et je vois mon virtual environment. J'ai le dossier bin et je vais chercher ici Python. Il est là. Bon, ça c'est appliqué. Alors ça c'est pour avoir un environnement sur IntelliJ qui vous aide à travailler. Alors après on va donc from MCP, on va importer from server fastMCP, on va importer fastMCP et puis on va instancier ce serveur MCP. Si vous voulez lui donner un nom, ici je vais l'appeler Python MCP server. Et puis j'ai besoin juste de créer une fonction que je vais appeler get employé, par exemple, employé info. Je vais avoir des informations sur un employé et je vais donner comme paramètre name de type string. Ici donc je vais retourner un string. C'est une fonction qui va retourner juste return un dictionnaire qui va retourner par exemple name employé name de point. Là je vais mettre name salary. Je vais mettre un salaire quelconque. Et quoi d'autre? C'est tout. Donc je vais juste retourner quelque chose. Après, maintenant pour moi c'est une fonction Python, mais pour que ce soit un tool MCP, je dois utiliser le décorateur, c'est MCP tool. That's all. Normalement ce fichier là, ça c'est un serveur MCP. Alors maintenant pour pouvoir le déployer, c'est un serveur MCP standard input output. C'est pas HTTP. Et donc pour le déployer, donc on aura juste besoin d'utiliser donc voilà UV. Donc je prends juste le chemin de mon fichier, serveur Python ici, copier. Et puis je reviens vers mon client. Alors le client ici, il est là. Nous avons un fichier qui s'appelle MCP server JSON. Elle est là. Et bien tout simplement je vais ajouter quelque chose que je supprimé tout à l'heure, si vous vous rappelez, c'est ça. Alors j'ai déjà mais je pense que celui-là ne oui, non, il devrait changer ce parce que j'ai annulé. Donc je prends d'abord le chemin de mon dossier ici, copier, je le mets là comme ça, je suis sûr que j'utilise le dossier. Donc ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est file system. Alors maintenant j'ai voilà MCP my bon, ici en fait on l'a appelé, mais peu importe. Et si vous lui donnez juste un nom de déploiement, alors je vais garder le même nom ici, c'est Python MCP server. Python, vous mettez underscore, un nom comme ça, pas d'espace. Et sauf que si tout à l'heure c'était npx parce que c'est du Node.js, maintenant c'est Python. Je vais utiliser UV, je vais lui demander à UV d'exécuter. C'est comme si je tape sur l'une de commande UV run with MCP client. J'exécute avec la dépendance MCP client. J'appelle la commande MCP run, vous voyez donc c'est MCP run, et je vais exécuter
mon fichier là, c'est ça mon serveur MCP. Je prends ce chemin et je le mets ici. Voilà. Alors je redémarre mon client. Et cette fois-ci, si je regarde au démarrage, je devrais avoir un nouveau. Voilà. Alors je vois donc les clients MCP, je vois ici File. Et je devrais voir également un autre serveur MCP. Tout ça c'est File System. Ouais, donc File System il contient beaucoup. Ouais, exactement. Vous voyez donc j'ai un OCP qui donne à mon agent une fonction qui s'appelle Get Employee Info. Alors ici donc pour être un peu plus correct, il faudrait faire une description de cette fonction là au niveau de Python. Et la description généralement se fait via un commentaire de un string doc, c'est-à-dire un commentaire de documentation comme ça, dans lequel vous spécifiez get information about a given employee name. Alors vous n'êtes pas obligé d'écrire en anglais, vous pouvez mettre en français, peu importe. Ici donc je nomme les informations, il y a employee name et salarié. Ça c'est une bonne description. Alors je redémarre. Vous voyez donc je redémarre l'application Java et non pas le serveur MCP. Donc ici je vois déjà le premier serveur MCP. Vous voyez, get employee name, et je voyais donc la description, c'est ce que je viens de spécifier ici. C'est parfait. Alors maintenant on va tester, on va regarder, on va lui dire donne-moi des informations sur l'employé Mohamed. Alors maintenant, mon agent, il devrait comprendre ça, vous voyez, Mohamed et le salaire. Alors c'est bien, donc c'est un serveur MCP Python qui a été appelé. Et donc, et là j'ai complété mon architecture, ici. Vous voyez, donc j'ai fait tout ça. J'ai créé donc l'agent avec sa mémoire, avec ses tools. Ici, on a vu comment configurer ici donc 3 serveurs MCP, un Node.js, un avec Python, un autre avec Java Remote. Et quoi d'autre, on a fait ça, on a fait donc on a testé. Alors maintenant il vous reste un front-end et après donc je vais d'abord basculer vers au lieu d'utiliser Cloud, si vous voulez basculer vers Llama. Alors parce que vous n'avez pas forcément une clé, vous voulez pas acheter quelque chose. Alors si vous installez Ollama, pour travailler avec l'open source, vous aurez besoin d'installer Ollama. Et donc Ollama, il faut le télécharger, il faut l'installer et vous pouvez démarrer des modèles. Alors une fois qu'il est vous démarrez Ollama, il est là, il est démarré sur le terminal ici. Alors dans notre terminal, notre projet, peu importe, donc je vais utiliser Ollama ls déjà. Vous voyez donc les modèles qui sont téléchargés, parmi lesquels il y a Llama 2. Mais Llama 2, il faut s'assurer qu'il supporte bien qu'il supporte bien les tools. Alors ici, mais en tout cas le 3.1, je suis sûr qu'il supporte les tools. Donc je vais l'utiliser, je le démarre. Donc Ollama run Llama 3.1. Alors vous voyez donc Llama 3.1 il est démarré. Alors maintenant pour basculer vers le modèle Ollama, il faudrait changer d'abord au niveau de POM XML. Alors je ne vais plus utiliser Cloud, je le mets en commentaire et je vais garder Ollama.
Ici, j'enlève les commentaires. Actualiser. Et là, je vais changer dans la configuration. Alors, normalement, ça, il ne va plus prendre en considération ça. Même si vous le laissez, ça ne va rien changer. Maintenant, il faut juste spécifier Spring AI Ollama Chat Model. Alors déjà, où se trouve Ollama? En localhost par défaut. Ollama se trouve en localhost avec ce port, c'est ce qu'il utilise par défaut. Et puis donc Spring Chat Model. Voilà, Ollama Chat Model, je vais utiliser Llama 3.1. 3.1. C'est ce que j'ai démarré. Ici. C'est Llama 3.1. Celui-là. Et c'est tout. Alors je redémarre. Alors maintenant, moi, ce qui est intéressant avec Spring AI, c'est que c'est une API générique. C'est-à-dire, maintenant, mon système, il va basculer vers Spring AI, plutôt vers Ollama. Et on va vérifier. Liste des entreprises. Alors maintenant, c'est un modèle local qui est appelé. Donc, je sors plus de mon contexte. J'utilise pas un LLM en cloud, mais c'est un LLM open source. Alors ici, vous voyez, donc il me donne bien. Vous voyez, Maroc Télécom, il y a les informations. Il y a OCP. Alors, je lui donne-moi les informations sur l'employé. Ça, c'est du Python. Donc, c'est le tool Python qui va répondre. Vous voyez, UseFi et le salaire. Et après, vous lui dites crée-moi un fichier. Donc, tout va fonctionner parce que de toute façon, le LLM, il supporte bien sûr les tools. Donc, vous voyez, donc ici, donc j'ai basculé vers un open source qui est Llama. Et de la même manière, je peux basculer vers OpenAI. Ici, je n'ai pas besoin de le faire. Pour OpenAI, donc la même chose, vous avez l'habitude de le voir. Je vais activer OpenAI, je désactive Ollama. Et puis ici dans les propriétés, je dois spécifier, d'abord je dois spécifier comme c'est là, donc c'est OpenAI API Key. Donc il vous faut une clé OpenAI. Et puis il vous faut donc le modèle OpenAI Chat Model, et vous utilisez par exemple GPT-4o ou GPT-4o Mini, donc ça marche également. Bon, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il reste un front-end. Alors le front-end, c'est ce qu'il y a de plus simple maintenant du moment que vous avez le back-end fait. Alors le front-end, il s'agit de créer une interface avec une zone de texte. Je saisis un message, je l'envoie vers ce REST API que j'ai ici. J'envoie vers chat, je lui donne le query et je récupère la réponse, c'est tout. Bon, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des choses les plus importantes. Nous avons créé donc tous ces composants back-end. Qu'est-ce qui reste? Il reste un front-end. Alors pour le front-end, c'est pas la chose la plus compliquée à faire, parce que qu'est-ce que vous allez faire finalement dans le front-end? Vous allez juste créer un front-end qui va saisir, dans lequel on va saisir une question. On envoie la question vers notre REST controller. On va lui donner donc on va appeler le end.chat. On lui donne le query et c'est tout. On récupère la réponse et cette réponse, on va l'afficher. Alors, moi, en fait, hier, j'ai généré, j'ai généré un client avec TeamLeaf, plutôt un front-end avec TeamLeaf et avec aussi Angular, en utilisant Claude. C'est très rapide, donc
c'est-à-dire générer une interface de chat. Vous pouvez la faire facilement, mais je vous recommande de la créer vous-même. Comme ça, vous allez avoir un écosystème assez complet. Donc aujourd'hui, c'est trop tard. Si vous voulez, donc je vais l'ajouter après. Sinon, alors j'ai ici le même exemple. J'ai fait ça, donc le MCP client, j'ai la partie Python, c'est la même chose. J'ai le serveur Python et j'ai un front-end ici avec TeamLeaf. Alors ce front-end, il suffit juste d'ajouter un contrôleur, ce contrôleur-là. Vous voyez, pas grand-chose. Et puis donc il y a la vue TeamLeaf. Ça, je l'ai pas écrit, mais c'est généré par Claude. Donc je lui ai écrit un prompt pour me générer ça, il l'a fait. Et c'est parfait, donc ça marche bien. Je lui ai aussi demandé de me générer un front-end Angular pour voir s'il est capable de Angular 19. Vous voyez, donc ça marche également. Il m'a généré donc l'application Angular, donc ici, et ça marche très bien. Alors ici, donc j'ai le MCP server. MCP. C'est le client. MCP server. Le client. Tout ça, je l'ai déjà fait avec vous ici. MCP Server Application. Donc ça, c'est notre application, elle est démarrée. Et puis il y a le front-end. Alors le front-end, c'est ça c'est front-end Angular. Ce front-end, normalement, c'est l'affaire de 30 minutes pour l'écrire. Mais là, je vous montre juste ce que Claude m'a généré. C'est ng-surf. En 5 minutes, 4-5 minutes. Et ça vous donne quelque chose comme ça. Voilà. Liste des entreprises. Alors, je lui ai également demandé de générer, d'afficher le markdown, d'interpréter le markdown. Donc, vous voyez, il le fait bien. Ici. Et voilà. Donc, après, bon, vous faites pour le reste. Donc, vous pouvez tenter vous-même de faire votre front-end. En tout cas, donc, vous allez trouver donc le repository. Ce repo, donc, vous allez le trouver joint dans la description de la vidéo. Et ça vous donne une idée comment faire le tour de tout ça. Voilà, une séance trop longue, très fatigante pour moi en tout cas. Mais je pense que ça vaut la peine. En tout cas, ça apporte beaucoup de réponses pour les gens qui m'ont déjà sollicité, qui m'ont posé des questions par rapport à la suite de MCP, comment je peux créer mon propre client. Parce que la dernière fois, on a utilisé Cloud Desktop, mais maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et surtout, cette démo, ça vous permet de montrer vraiment comment la communication, c'est-à-dire le protocole, comment ça fonctionne avec ces deux couches de transport, c'est-à-dire standard input-output et streaming HTTP. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée et bon courage à tous.